Une femme démunie accepte de s'occuper d'un millionnaire paraplégique. Le rebondissement déchirant vous laissera en larmes. Bienvenue sur les histoires de Monsieur Peter. Bonjour, âme très chère. Commençons maintenant. J'ai travaillé sans relâche, 16 heures par jour, pour créer du contenu pour vous, mais depuis 3 jours, je n'ai pas vu la réponse que j'espérais, et c'est décourageant. Si cela continue, je pourrais arrêter de travailler sur cette chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour continuer. S'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la, commentez et faites-le ci-dessous. Votre amour et votre engagement gardent cette chaîne en vie. Grandissons ensemble. Merci. L'enveloppe blanche immaculée des services à l'enfance de Cedar Grove reposait, non décachetée, sur la table de cuisine usée d'Amberlin Thorne, son sceau officiel brillant sous la lumière fluorescente vacillante. À 22 ans, elle aurait dû obtenir son diplôme universitaire, mais la vie avait tracé un chemin différent à travers les décombres de la tragédie. Ses doigts tremblants tracèrent les bords de la dernière photo de famille qu'elle possédait, un instantané de joie figé dans le temps avant l'intervention cruelle du destin. Sur la photo, Amberlin, 4 ans, rayonnait devant l'objectif, ses boucles rousses d'automne captant le soleil d'été, tandis que sa mère, Adélaïde, berçait Asha, 2 ans, contre sa robe d'été fluide. Leur père, Marcus, se tenait grand et fier, ses yeux bienveillants scintillant de la promesse de l'éternité. Aucun d'eux ne savait que l'éternité se terminerait sur une autoroute glissante par la pluie 3 semaines plus tard, lorsque les freins d'un semi-remorque lâcheraient sur le col de la montagne, emportant non seulement leurs parents, mais l'échafaudage d'une vie normale. J'ai promis à maman, chuchota Amberlin à l'appartement vide, sa voix s'accrochant aux mots comme du tissu sur des épines. J'ai promis que je le garderais en sécurité. Les travailleurs sociaux avaient voulu les séparer, Amberlin chez les Henderson à Springfield, Asha chez un jeune couple à Portland. Mais même à 4 ans, elle avait montré l'acier dans sa colonne vertébrale qui définirait sa vie. Elle avait crié, serré son petit frère contre elle et refusé de lâcher prise jusqu'à ce que leur grand-mère, Eleanor, s'avance pour les réclamer tous les deux. Les mains noueuses d'arthrite de grand-mère Eleanor avaient fait de leur mieux, mais au moment où Amberlin eut 12 ans, ses mêmes mains pouvaient à peine tenir une tasse de thé. Les rôles s'inversèrent. La jeune Amberlin apprit à cuisiner, nettoyer et prendre soin à la fois de sa grand-mère malade et de son frère grandissant. Elle maîtrisa l'art d'étirer les chèques de sécurité sociale d'Eleanor, apprit à raccommoder les vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux, et découvrit qu'on pouvait tromper la faim en buvant plus d'eau avant de se coucher. L'école devint un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Entre ses services au restaurant de Molly et ses gardes de nettoyage chez Knight, Amberlin obtint son diplôme de fin d'études secondaires par correspondance, étudiant sous les lampadaires pendant ses pauses dîner. Ses professeurs avaient pleuré la perte de son potentiel. La fille brillante, qui avait autrefois rêvé de devenir médecin, calculait maintenant les pourboires au lieu des dosages médicaux. Mais Asha, son beau et brillant Asha, il aurait tout. Elle versa chaque centime disponible dans son éducation et des tuteurs quand il avait du mal en mathématiques, des chaussures de foot quand il montra des promesses athlétiques, même un ordinateur portable d'occasion pour ses candidatures à l'université. Alors que ses propres rêves se flétrissaient comme des fleurs non arrosées, elle nourrissait les siens avec le dévouement féroce d'un jardinier soignant la dernière pousse en temps de sécheresse. Maintenant, à 30 ans, le fruit amer de son sacrifice reposait dans cette enveloppe blanche immaculée. À l'intérieur se trouvait la preuve qu'Asha, son frère bien-aimé, avait abandonné l'université il y a 6 mois. L'argent des frais de scolarité qu'elle avait gratté en faisant des doubles services, un argent qui portait encore l'odeur grasse des frites du restaurant, avait plutôt financé sa vie secrète avec Ruby Shen, la fille d'un représentant pharmaceutique, qui portait des marques de créateur et méprisait l'appartement miteux d'Amberlin. La pluie s'intensifia dehors, tambourinant contre les fenêtres comme des accusations. Sur son téléphone, le dernier message d'Asha brillait d'une cruauté désinvolte, Ruby et moi avons besoin d'espace pour commencer notre vie. Arrête d'essayer de me contrôler avec ta culpabilité sur tout ce que tu as sacrifié. Je ne t'ai jamais demandé de donner ta vie pour la mienne. Les doigts d'Amberlin effleurèrent la meurtrissure tendre sur sa joue, un cadeau d'adieu de leur dernière confrontation. Ruby s'était tenue dans l'embrasure de la porte, sa main manucurée posée possessivement sur le bras d'Asha, alors qu'il emballait ses affaires. Quand Amberlin avait essayé de lui montrer la photo de leurs parents, pour lui rappeler la famille qu'ils avaient été autrefois, il l'avait repoussée. Le mur l'avait reçu de plein fouet, mais rien ne pouvait amortir l'impact de ses mots. Ils sont morts, Lynn. Arrête de vivre dans le passé. Je ne suis pas ta famille de remplacement. L'appartement semblait caverneux maintenant, bien qu'il fût à peine assez grand pour un lit et une commode.
Chaque coin portait des échos, les premiers pas d'achat sur le tapis usé, ses dessins d'enfance encore scotchés au réfrigérateur, les marques de hauteur sur le cadre de la porte suivant sa croissance tandis qu'elle restait stagnante, enracinée sur place par le devoir et l'amour. Une sirène hurla au loin, et Amberlin sursauta, se souvenant d'une autre sirène par une autre nuit pluvieuse. L'appel téléphonique de l'assistante sociale de l'hôpital repassa dans son esprit, il y a eu un accident. Vos parents. Je suis tellement désolé. La même pluie était tombée alors, comme si le ciel lui-même pleurait avec elle. Se levant lentement, elle alla à la fenêtre, pressant sa paume contre le verre frais. Au-delà de la vitre striée, les lumières de la ville se brouillaient en taches d'aquarelle. Quelque part là-dehors, Asha commençait sa nouvelle vie, délestée du poids de leur passé commun. Et elle se tenait là, 30 ans, sans rien à montrer pour ces décennies de sacrifices, si ce n'est des mains calleuses et un appartement vide. La section des petites annonces du journal était ouverte sur son bureau, des cercles rouges entourant les emplois potentiels. Ces économies, destinées au dernier semestre d'achat, couvriraient 2 mois de loyer tout au plus. L'orgueil l'avait empêché de demander l'aide publique auparavant, mais l'orgueil ne la garderait ni au chaud ni nourrie. Une nouvelle vague de larmes menaça, mais Amberlin carra les épaules, se souvenant du dicton préféré de sa mère, « L'acier n'est pas fort parce qu'il ne casse jamais, il est fort parce qu'il se reforme toujours ». Elle avait été l'acier pour Asha, il était temps d'être l'acier pour elle-même. Son regard tomba sur une petite annonce qu'elle avait initialement négligée. Aide-soignant, à domicile recherché. Expérience en assistance à la mobilité préférée. Rémunération généreuse. Manoir Blackwood. L'expression « à domicile » attira son attention, une solution à la fois à ses problèmes de logement et d'emploi. Prenant son téléphone, Amberlin composa le numéro avec des doigts tremblants. Alors que ça sonnait, elle jeta un dernier regard à la photo de famille, au visage souriant de ses parents, au tout petit qui était devenu un étranger. Puis, avec une douce révérence, elle plaça la photo face contre table. Une voix sèche répondit, « Résidence Blackwood ». Amberlin prit une profonde inspiration, et quand elle parla, sa voix portait la force de quelqu'un qui avait plié sans rompre pendant 25 ans. « Oui, j'appelle pour le poste d'aide-soignante. » La pluie continuait de tomber, mais pour la première fois depuis des mois, son rythme sonnait moins comme une fin que comme le début hésitant de quelque chose de nouveau. Chapitre 2, le manoir sur la colline aux érables. La brume matinale s'accrochait aux grilles en fer forgé du manoir Blackwood comme des voiles de gaz, transformant le domaine en quelque chose sorti d'un conte de fées oublié. Amberlin se tenait devant elle, son blazer d'occasion boutonné contre le froid automnal, serrant un porte-document en cuir usé contenant ses maigres références, une licence d'aide-soignante certifiée obtenue par des cours du soir, des lettres de recommandation de voisins âgés reconnaissants dont elle s'était occupée, et une vie entière d'expérience à faire passer les besoins des autres avant les siens. L'interphone grésilla, effrayant une paire de tourterelles tristes de leur perchoir sur la grille. « Veuillez décliner votre nom et l'objet de votre visite », vint un accent britannique sec. Amberlin Thorne, pour le poste d'aide-soignante. J'ai rendez-vous avec Madame Henderson à 9h. Sa voix semblait plus petite qu'elle ne l'avait voulu, perdue dans l'immensité des terrains du domaine. Les grilles s'ouvrirent avec un murmure de charnières bien huilées, révélant une allée sinueuse bordée d'érables anciens. Leurs feuilles flambaient de cuivre et d'or dans la lumière du matin, tapissant le chemin de gravier immaculé d'un paillasson naturel. Chaque pas dans l'allée ressemblait au franchissement d'un seuil entre deux mondes, de sa vie de restaurants éclairés au néon et de ménage de minuit vers quelque chose de tout à fait plus digne, plus gracieux. Le manoir Blackwood émergea de la brume comme un navire entrant au port. La demeure victorienne portait son âge avec une fierté aristocratique, ses murs de briques rouges drapés de lierre mature, ses hautes fenêtres brillant comme des yeux savants, ses boiseries blanches aussi fraîches que du lin propre. Une rampe pour fauteuil roulant, récemment installée mais conçue par des experts pour compléter l'architecture historique, s'incurvait doucement le long des grandes marches d'entrée. La lourde porte en chêne s'ouvrit avant qu'elle ne puisse atteindre le heurtoir en laiton. Madame Henderson, la gouvernante, se tenait dans l'embrasure, une femme sévère dans la soixantaine, aux cheveux gris acier tirés en un chignon immaculé. Son regard évaluateur parcourut le blazer soigneusement repassé d'Amberlin, notant la légère usure au poignet. Ponctuel. Bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Les talons de Madame Henderson claquaient contre les sols en marbre alors qu'elle guidait Amberlin à travers le hall, où un lustre en cristal projetait des prismes arc-en-ciel sur des murs ornés de peintures à l'huile d'ancêtre au visage sévère. L'état de Monsieur Blackwood exige un dévouement absolu, expliqua Madame Henderson en marchant. Le poste est nourri logé, comme annoncé.
Votre suite privée est reliée à ces appartements par une station de surveillance. Les 5 aides-soignants précédents ont duré en moyenne 2 semaines chacun. Monsieur Blackwood peut être exigeant. Ils s'arrêtèrent devant des doubles portes en acajou riche. L'expression de Madame Henderson s'adoucit légèrement. Il n'était pas toujours comme ça, avant la maladie. Elle redressa les épaules. Eh bien, êtes-vous prête à le rencontrer? Amberlin hocha la tête, carrant ses épaules. Les portes s'ouvrirent sur un bureau qui semblait occuper son propre univers. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur des jardins soigneusement entretenus, maintenant touchés par le pinceau de l'automne. Des étagères tapissaient chaque mur disponible, leur contenu relié cuir parlant d'un esprit assoiffé de connaissances. Un piano à queue trônait dans un coin, la poussière s'accumulant sur son couvercle fermé, et là, encadré par la lumière du matin, était assis Harrison Blackwood dans son fauteuil roulant. Les articles de journaux qu'Amberlin avait recherchés ne lui rendaient pas justice. À 45 ans, il conservait les traits beaux qui avaient autrefois orné les couvertures de magazines célébrant les plus jeunes milliardaires de la technologie américaine. Mais la maladie avait creusé de nouvelles lignes autour de sa bouche, des ombres sous ses pommettes. Ses cheveux sombres étaient striés d'argent aux tempes, et ses mains, autrefois célèbres pour leur travail pionnier en génie biomédical, reposaient immobiles sur ses genoux. Encore une, Madame Henderson? Sa voix portait les tons cultivés de la vieille fortune et d'une excellente éducation, bordée de quelque chose de plus tranchant. Combien de temps estimez-vous que celle-ci durera? Devrions-nous lancer un pari? Monsieur Blackwood, avertit le ton de Madame Henderson. Mademoiselle Thorne nous arrive chaudement recommandée. Ils le font tous. Ses yeux gris acier rencontrèrent ceux d'Amberlin, provoquants. Dites-moi, Mademoiselle Thorne, qu'est-ce qui vous différencie du défilé de professionnels qualifiés qui n'ont pas su gérer le travail? Amberlin sentit l'acier familier dans sa colonne vertébrale, le même acier qui l'avait aidé à élever un frère, soigner une grand-mère, survivre à l'abandon. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Blackwood, je ne suis pas ici pour gérer un travail. Je suis ici pour aider une personne. Quelque chose vacilla dans son expression et de la surprise, peut-être, ou la reconnaissance de la force tranquille dans sa voix. Mon CV ne vous impressionnera pas, continua-t-elle, soutenant son regard. Je n'ai pas travaillé dans des hôpitaux prestigieux ni obtenu de diplômes avancés, mais j'ai passé ma vie à m'occuper de gens qui avaient besoin de moi, et je ne suis jamais parti, peu importe à quel point les choses devenaient difficiles. Le bureau tomba dans le silence, sauf pour le tic-tac d'une horloge grand-père. Les yeux d'Harrison se plissèrent, l'étudiant avec l'intensité qui avait autrefois révolutionné la technologie médicale. Sur le mur derrière lui, une série de brevets encadrés témoignait de l'esprit brillant maintenant piégé dans un corps insensible. Madame Henderson, dit-il finalement, montrez ses quartiers à Mademoiselle Thorne. Sa bouche s'incurva en ce qui aurait pu être un sourire ou une grimace. Voyons si elle pensait ce qu'elle a dit à propos de ne pas partir. Alors que Madame Henderson la ramenait à travers les couloirs sinueux du manoir, Amberlin aperçut des bribes de la vie qu'Harrison avait vécue avant que la maladie ne frappe. Des photos le montraient serrant la main de dirigeants mondiaux, recevant des prix, se tenant fièrement aux côtés d'une belle femme en vêtements de créateur, son ex-femme Vanessa, selon les recherches d'Amberlin. Dans chaque image successive, le sourire de la femme devenait plus forcé jusqu'à ce que, dans les photos les plus récentes, elle disparaisse complètement. La suite désignée pour l'usage d'Amberlin était plus grande que tout son appartement. Une baie vitrée donnait sur l'allée bordée d'érables, et le mobilier parlait d'un luxe discret. Mais ce fut le petit poste de soins infirmiers, équipé de moniteurs et d'équipements médicaux d'urgence, qui attira son attention. Ce serait son centre de commandement, son poste de combat dans la lutte pour aider Harrison Blackwood à reprendre sa vie. Le dernier soignant a laissé ceci. Madame Henderson posa une pile de dossiers médicaux sur le bureau. La condition de Monsieur Blackwood est rare, mais pas incurable. Les médecins croient qu'il pourrait retrouver une mobilité significative avec des soins et un dévouement approprié. Elle s'arrêta à la porte. Le salaire, comme discuté, sera déposé chaque semaine. L'emploi du temps de Monsieur Blackwood est dans le tiroir du haut. Il prend son petit déjeuner à cette heure précise. Laissé seul, Amberlin alla à la fenêtre. En bas, les érables qu'elle avait admirés à son arrivée se balançaient doucement dans la brise d'automne, leurs feuilles commençant leur descente gracieuse. Comme ces feuilles, elle avait été portée ici par les vents du changement, de la nécessité. Mais contrairement à elle, elle ne ferait pas que dériver. Elle avait fait une promesse, non seulement à Harrison Blackwood ou à elle-même,
mais à l'univers qui l'avait menée à ce moment. Elle déballa sa petite valise, accrochant sa garde-robe modeste dans le placard spacieux. Le dernier objet qu'elle retira fut la photo de famille retournée de son appartement. Après un moment d'hésitation, elle la plaça sur la table de chevet, mais cette fois la laissa face visible. Ses parents lui souriaient derrière le verre, leur bonheur figé un rappel de pourquoi elle comprenait mieux que la plupart à quel point la vie pouvait changer rapidement, et combien il était important d'avoir quelqu'un qui resterait à travers la tempête. L'horloge grand-père dans le bureau sonna 4 coups. Bientôt, Harrison aurait besoin de ses médicaments de l'après-midi et de sa thérapie physique. Amberlin lissa son blazer, vérifia son reflet dans le miroir orné et prit une profonde inspiration. Il était temps de commencer. Chapitre 3, aile brisée. Le bureau où Harrison passait la plupart de ses journées était le musée d'une vie interrompue. Amberlin le remarqua lors de sa première routine matinale avec lui, alors que la lumière du soleil d'automne filtrait à travers les vastes fenêtres, illuminant les couches de son passé comme des strates géologiques. Les prix prenaient la poussière sur les étagères en acajou, le prix Peterson pour l'innovation, la médaille des pionniers de la santé mondiale, la médaille présidentielle de la technologie. Chaque distinction marquait un jalon dans un voyage qui avait autrefois semblé inarrêtable. Les médicaments d'abord, je présume. La voix d'Harrison portait le poids de quelqu'un qui avait répété cette routine d'innombrables fois, chaque répétition un rappel de sa dépendance. Vous les trouverez classés dans l'armoire. Mon précédent soignant était plutôt méthodique. Amberlin bougea avec une efficacité tranquille, notant comment ses yeux suivaient ses mouvements. L'armoire révéla 7 médicaments différents, chacun avec son propre horaire complexe. Elle reconnut la plupart de sa formation d'aide-soignante: traitement pour la régénération nerveuse, maintien musculaire, gestion de la douleur. Les flacons se tenaient comme des soldats silencieux combattant une guerre dans son corps qui n'avait aucune victoire garantie. Vous les organisez différemment, observa-t-il alors qu'elle arrangeait les doses du matin. De gauche à droite au lieu de par taille. Intéressant. Cela reflète l'ordre des taux d'absorption, expliqua-t-elle, mesurant chaque pilule avec une précision prudente. Les premières ont besoin de temps pour agir avant que les autres ne puissent être les plus efficaces. Une lueur de surprise traversa son visage. La plupart des soignants ne prennent pas la peine d'apprendre la pharmacologie. Je crois qu'il faut comprendre pourquoi je fais quelque chose, pas juste comment. Elle l'aida avec le verre d'eau, ses mouvements naturels et sans commentaire, préservant sa dignité dans l'acte simple de boire. Le mur derrière son fauteuil roulant racontait des histoires qu'il n'avait pas offertes. Des coupures de journaux chroniquaient son ascension. Blackwood Tech révolutionne la conception prothétique. Le plus jeune PDG a dépassé le $1 milliard en innovation médicale. L'interface neurale d'Harrison Blackwood pourrait changer des vies. Les articles devenaient plus récents, leurs titres plus sombres. Les actions de Blackwood Tech chutent au milieu des inquiétudes sur la santé du PDG. Le géant de l'innovation face à un avenir incertain. Le couple puissant se sépare, Vanessa Blackwood demande le divorce. Harrison remarqua sa lecture. Vanessa les a fait encadrer. Elle croyait en la préservation de l'histoire, triomphe et tragédie confondus. Son rire n'avait aucun humour. Bien qu'elle ne soit pas restée pour être témoin des secondes de première main. Amberlin resta silencieuse, lui laissant l'espace pour continuer s'il le choisissait. Elle commença sa vérification quotidienne de ses signes vitaux, son toucher professionnel mais doux. Ça a commencé par faire tomber des choses, dit-il finalement, fixant les érables qui flambaient comme du feu dans la lumière du matin. Clé, stylo, tasse de café. Le conseil pensait que c'était le stress. Des semaines de 60 heures qui me rattrapaient. Même moi je le croyais, au début. Son pouce sous ses doigts était fort et régulier, ne trahissant aucun indice du tumulte dans sa voix. Le diagnostic est tombé un jeudi. Syndrome de Guillain-Barré, un trouble auto-immun rare où le corps attaque ses propres cellules nerveuses. Paralysie progressive des extrémités vers l'intérieur. Ils ont dit que j'avais de la chance, nous l'avions pris tôt. Chanceux. Le mot se tordit comme un couteau. Savez-vous ce que Vanessa a dit quand le neurologue a quitté la pièce? Amberlin secoua la tête, notant sa pression artérielle avec une précision prudente. Elle a dit que nous devrions appeler l'équipe de relations publiques. Pas nous combattrons ça, double, je suis là pour toi. Sa première pensée fut le contrôle des dégâts pour l'entreprise. Ses doigts tressaillirent légèrement, un bon signe bien qu'il semblât inconscient du mouvement. En un mois, je ne pouvais plus tenir un stylet. L'homme qui avait révolutionné la technologie tactile ne pouvait plus toucher un écran.
L'ironie n'a pas échappé aux actionnaires. Il tomba dans le silence alors qu'Amberlin commençait ses exercices quotidiens d'amplitude de mouvement, son toucher ferme mais prudent sur chaque articulation. La photo sur son bureau attira son attention. Un Harrison plus jeune en smoking, acceptant un prix. Vanessa se tenait à côté de lui dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que le salaire annuel d'Amberlin, son sourire pratiqué et parfait. Le cadre était légèrement tourné, comme si même la photo ne pouvait supporter de regarder ce qu'était devenu son sujet. Les papiers du divorce sont arrivés avec mon premier fauteuil roulant, continua Harrison, la voix lointaine. Elle les a fait livrer par coursier à l'hôpital. 18 ans de mariage livrés par un homme en polo d'entreprise qui demandait une signature que je pouvais à peine fournir. Amberlin passa à ses épaules, travaillant pour prévenir l'atrophie musculaire qui pourrait rendre la récupération encore plus difficile. À travers ses mains, elle pouvait sentir la tension que ses mots ne révélaient pas. Notre fils James avait 16 ans. Vanessa l'a inscrit dans un internat en Suisse la même semaine. Pour lui épargner le traumatisme, a-t-elle dit, comme si regarder votre père se battre pour récupérer était plus traumatisant que l'abandon. Un dessin encadré était accroché dans le coin, des traits enfantins formant ce qui aurait pu être un père et un fils debout devant une maison. Le papier avait jauni avec l'âge, mais l'amour dans ses lignes de crayon restait vibrant. Le conseil d'administration m'a évincé 3 mois plus tard. Congé médical temporaire, ont-ils appelé ça? 20 ans d'innovation, à repousser les limites, à changer des vies, tout mis de côté parce qu'ils ne pouvaient supporter de regarder leur leader visionnaire apprendre à tenir une cuillère à nouveau. Amberlin termina les exercices dans un silence respectueux, mais quand elle parla, sa voix ne contenait aucune pitié, seulement de la compréhension. Mes parents sont morts quand j'avais 4 ans. Mon frère en avait 2. Tout le monde me disait que nous serions mieux séparés dans des foyers d'accueil différents, que c'était trop de responsabilités pour un enfant à porter. Elle ajusta légèrement son fauteuil, assurant son confort. Parfois, les gens qui devraient rester sont les premiers à partir, et la force de continuer vient d'endroits que nous n'avions jamais imaginés. Les yeux d'Harrison rencontrèrent les siens dans le reflet de la fenêtre, quelque chose changeant dans leur profondeur gris acier. Et l'avez-vous fait? Continuez. J'ai élevé mon frère, travaillé à chaque emploi que je pouvais trouver, je l'ai fait finir ses études. Elle ne mentionna pas la trahison d'achat, ce moment ne concernait pas sa douleur. Nous continuons parce que l'alternative n'est pas acceptable, et parfois continuer signifie accepter l'aide des autres. Le silence qui suivit sembla différent d'avant, moins un mur et plus un pont. Le kinésithérapeute sera ici à 11 heures, dit Amberlin finalement, rassemblant les fournitures médicales avec des mouvements efficaces. Aimeriez-vous prendre le petit déjeuner dans le solarium? La lumière du matin est particulièrement bonne pour l'absorption de la vitamine D, ce qui peut aider à la régénération nerveuse. La bouche d'Harrison s'incurva légèrement, pas tout à fait un sourire, mais peut-être son cousin éloigné. Vous avez vraiment étudié la pharmacologie, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut comprendre ce pourquoi je me bats. Elle passa derrière son fauteuil roulant, ses pas sûrs et déterminés. Commençons-nous? Alors qu'elle le guidait à travers les couloirs du manoir, Amberlin remarqua de petits changements nécessaires pour rendre son environnement plus navigable, de légers ajustements au placement des meubles, des modifications aux poignées de porte, la réorganisation des objets fréquemment utilisés. Son esprit cataloguait, planifiait, adaptait déjà. Derrière eux, le bureau avec son mur de souvenirs se tenait silencieux, ses histoires racontées, mais pas finies. Le soleil du matin traversait les murs de verre du solarium, transformant le chrome du fauteuil roulant en or. Dehors, une feuille d'érable se détacha de sa branche et commença sa descente gracieuse, dansant sur les vents d'automne. Comme cette feuille, la chute d'Harrison Blackwood des sommets avait été hors de son contrôle. Mais contrairement à la feuille, son histoire n'était pas terminée. Elle commençait juste un nouveau chapitre. Chapitre 4, la première lumière de l'aube. Octobre peignait les terrains du manoir de teintes d'aquarelle ambre et cramoisie alors que l'automne s'installait dans toute sa splendeur. Le premier mois d'Amberlin comme soignante d'Harrison était tombé dans un rythme aussi naturel que le changement des saisons, chaque jour s'appuyant sur le précédent avec de petites victoires et des révélations tranquilles. L'aube la trouvait se préparant pour leur routine matinale, disposant des serviettes fraîches et sortant les médicaments d'Harrison pendant que le manoir sommeillait. Les premières heures détenaient une qualité différente ici, pas l'éclat fluorescent dur de ses gardes au restaurant, mais un éveil doux, comme des aquarelles saignant sur du papier humide. Vous fredonnez encore. La voix d'Harrison porta depuis sa chambre alors qu'elle entrait précisément à 7 heures.
Le concerto pour piano numéro 23 de Mozart, si je ne me trompe pas. Amberlin sentit la chaleur monter à ses joues. Je ne réalisais pas que je le faisais. Je suis désolé si cela vous dérange. Au contraire. Quelque chose dans sa voix s'était adouci au cours des dernières semaines. C'est agréable, différent du silence clinique auquel je m'étais habitué, bien que je soupçonne que Mozart serait mortifié par mon incapacité actuelle à jouer son œuvre. Le petit piano à queue dans son bureau captait la lumière du matin, sa surface polie reflétant le lever du soleil comme de l'or liquide. Amberlin avait remarqué comment son regard s'attardait souvent dessus pendant leur séance de thérapie. La paralysie n'a pas affecté vos connaissances musicales, observa-t-elle, l'aidant à s'asseoir avec une aisance pratiquée. Leur routine matinale était devenue une sorte de danse, chaque mouvement coordonné et respectueux. L'esprit qui apprécie Mozart est encore tout à fait intact. L'esprit se souvient de ce que les mains ne peuvent exécuter. Son ton amer ne correspondait pas à la façon dont il se détendait dans son soutien, comme se souvenir de nager tout en se noyant. Amberlin maintint son efficacité douce alors qu'elle l'aidait à se préparer pour la journée, mais ses mots portaient leur propre force tranquille. Parfois, ce souvenir est la première étape pour reconquérir. Elle démontra un nouvel exercice pour les doigts que le kinésithérapeute avait recommandé. Les voies neurales existent, nous avons juste besoin de reconstruire les ponts. Leurs matins avaient développé leur propre chorégraphie intime. Pas l'intimité de la romance, mais celle du soin humain et de la dignité. Amberlin avait appris à lire les changements microscopiques dans son expression qui indiquaient la douleur ou l'inconfort. Harrison, à son tour, avait cessé d'essayer de lui cacher ses indicateurs, acceptant son aide non comme une défaite, mais comme une collaboration. « Parlez-moi du restaurant, dit-il soudainement, alors qu'elle le roulait vers le solarium pour le petit déjeuner. Cela aussi était devenu une partie de leur routine, ces questions sur son passé, posées dans ces moments de transition. Vous avez mentionné y avoir travaillé pendant le lycée. Le dîner de Molly sur la 12e rue, confirma-t-elle, positionnant son fauteuil roulant à la table qu'elle avait déjà dressée. La lumière du matin traversait les murs de verre, transformant les ustensiles en argent sterling en instruments de feu. J'ai commencé comme plongeuse à 14 ans, Molly me laissait faire mes devoirs pendant les périodes creuses. Harrison regarda alors qu'elle arrangeait son petit déjeuner avec une attention prudente à ses préférences. Elle les avait toutes notées, de la température précise de son café à la façon dont il préférait ses toasts coupés. Et votre frère? Travaillait-il aussi? Je voulais qu'il se concentre sur l'école. Les mouvements d'Amberlin restèrent stables, bien que quelque chose vacillât dans ses yeux. Il était brillant en mathématiques. Je pensais. Elle s'arrêta, ajustant la serviette avec une précision inutile. Point et bien, nous ne choisissons pas toujours comment nos investissements mûrissent. La main d'Harrison tressaillit, l'un des petits mouvements qui revenaient progressivement. Amberlin le remarqua, mais ne fit pas de commentaire, sachant qu'il préférait reconnaître ses progrès à son propre rythme. Certains investissements, dit-il prudemment, concernent plus l'intention derrière eux que le retour. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement au-dessus de la tasse de café qu'elle l'aidait à soulever. Quelque chose passa entre eux, la reconnaissance, peut-être, de déception parallèle, d'attente brisée comme de la porcelaine fine sur des sols en marbre. Alors qu'octobre s'approfondissait, leur journée tombait dans des modèles qui ressemblaient moins à une routine médicale qu'à une symphonie soigneusement orchestrée. Amberlin apprit qu'Harrison préférait lire des revues scientifiques l'après-midi, son esprit toujours aussi aiguisé que le scalpel d'un chirurgien. Elle positionnait sa tablette à l'angle parfait, et parfois il demandait son avis sur les articles, non pas en tant que soignante, mais en tant que personne dont il avait appris à valoriser la perspective. « Que pensez-vous de leur approche de la régénération neurale » demanda-t-il par un après-midi particulièrement doré, les érables devant la fenêtre de son bureau flamboyant comme des vitraux laïques. La méthodologie semble défectueuse, finit-elle, ajustant sa position pour éviter les points de pression. Ils ne tiennent pas compte de la réponse inflammatoire naturelle du corps. C'est comme essayer de reconstruire une maison alors qu'elle est encore en feu. Son sourcil s'arqua légèrement. Vous avez étudié la recherche. Je lis les revues après que vous les avez finies. Elle soutint son regard fermement. Comprendre l'ennemi aide à gagner la guerre. Une ombre de sourire toucha ses lèvres. Et moi qui pensais être subtil en les laissant ouverts sur la tablette. Ces moments s'accumulaient comme des feuilles d'automne, de petites instances lumineuses de connexion qui commençaient à tapisser le marbre froid de leur relation professionnelle. Amberlin remarqua comment Harrison avait cessé de se détourner pendant ses exercices de thérapie,
comment il avait commencé à partager de petites observations sur son état sans y être invité. Elle cataloguait ses changements aussi soigneusement qu'elle surveillait ses progrès physiques, sachant que la guérison se produisait par couches, comme la roche sédimentaire se formant sur des éons. La transformation s'étendait au-delà de leurs interactions quotidiennes. Madame Henderson remarqua un matin comment le manoir lui-même semblait se réveiller d'un long hiver. Il a posé des questions sur les plans du jardin pour le printemps, confia-t-elle à Amberlin en passant en revue le programme de la semaine. Il n'a pas montré d'intérêt pour les terrains depuis avant. La gouvernante n'eut pas besoin de finir. Elle comprenait toutes deux le avant et le après qui divisait la vie d'Harrison comme une incision chirurgicale. Même le personnel bougeait différemment maintenant, ne marchant plus sur la pointe des pieds autour du bureau de leur employeur comme s'il contenait un dragon endormi. Harrison avait commencé à interroger la cuisinière sur sa famille, à demander des nouvelles du nouveau petit-fils du jardinier. C'étaient de petits changements, comme les premières pousses perçant le sol durci par le gel, mais Amberlin les reconnaissait pour ce qu'ils étaient, des signes de dégel dans un hiver qui avait menacé d'être éternel. Un soir, alors qu'elle terminait ses vérifications avant de se retirer, la voix d'Harrison l'arrêta à la porte du bureau. Le Mozart de ce matin, dit-il, ne se détournant pas de la fenêtre où il regardait la nuit s'installer sur les terrains. C'était le mouvement en dente, n'est-ce pas? Oui, répondit-elle, surprise qu'il se soit souvenu de son fredonnement inconscient des heures auparavant. C'est à propos de l'espoir, dit-il doucement. Ce mouvement, la façon dont il passe de l'obscurité à la lumière, comme l'aube se levant sur l'eau. Ses doigts tressaillirent à nouveau, et cette fois elle le vit remarquer, le vit tester le mouvement, délibérément. Je n'avais pas pensé à ça depuis longtemps. Amberlin ajusta sa couverture une dernière fois, son toucher professionnel mais doux. Demain, nous essaierons les nouveaux exercices. Votre test de conduction nerveuse a montré une amélioration. Vous fredonnerez pendant que nous travaillerons? La question portait une vulnérabilité qui ne correspondait pas à sa précision habituelle. Si vous le souhaitez, promit-elle, se dirigeant vers la porte. Dormez bien, monsieur Blackwood. Harrison, dit-il, si doucement qu'elle faillit le manquer. Quand c'est juste nous, vous pouvez m'appeler Harrison. Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le poids de cette petite intimité s'installant entre eux comme la rosée du soir. Bonne nuit, Harrison, dit-elle doucement, et ferma la porte sur la possibilité de quelque chose de plus. Mais cette nuit-là, alors qu'elle passait en revue ses dossiers médicaux dans sa suite privée, Amberlin se surprit à fredonner l'andante de Mozart, ses doigts bougeant en accompagnement inconscient. Dehors, les feuilles d'érable continuaient leur danse d'automne, et quelque part au loin, l'aube attendait de se lever sur l'eau. Chapitre 5, Floraison inattendue. Novembre arriva au manoir Blackwood avec le premier gel, peignant des motifs cristallins délicats sur les fenêtres de la serre où Amberlin avait commencé à emmener Harrison pour ses exercices matinaux. L'espace offrait une poche de printemps perpétuel, remplie d'orchidées et de plantes tropicales rares qui semblaient défier l'hiver approchant. Vous avez réorganisé le plateau du petit déjeuner encore une fois, observa Harrison par une matinée particulièrement fraîche, sa voix portant une note de curiosité plutôt que de critique. L'humidité de la serre avait apporté une légère rougeur à ses joues habituellement pâles. Amberlin ajusta le brumisateur à orchidées, créant une fine vapeur qui captait la lumière du matin comme des diamants suspendus. J'ai remarqué que vous mangez toujours le toast d'abord, puis les fruits. Il semblait plus efficace d'arranger les choses par ordre de préférence. Les croûtes sont coupées, sa voix tenait une note étrange. Oui. Elle se détourna des orchidées pour lui faire face, incertaine de sa réaction. J'ai remarqué que vous les laissiez toujours. N'est-ce pas? Ma mère, l'interrompit Harrison, ses yeux fixés sur les triangles de toast parfaitement taillés. Elle toujours. Avant qu'elle ne meure. Il tomba dans le silence, mais sa main droite tressaillit, un mouvement plus fort que d'habitude, atteignant presque l'assiette avant de retomber immobile. Amberlin s'approcha, la formation médicale luttant avec l'instinct de réconfort. Harrison. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Cancer. Ces mots émergeaient comme des confessions réticentes. Elle coupait les croûtes de mon toast tous les matins, même quand la chimiothérapie la laissait trop faible pour tenir le couteau correctement. Je me souviens avoir regardé ses mains trembler. Il prit une respiration tremblante. Après sa mort, mon père m'a envoyé en internat. La salle à manger servait des toasts parfaitement carrés avec des coins précis. Je n'ai pas pu en manger pendant des mois. La compréhension fleurit dans la poitrine d'Amberlin comme les orchidées qui les entouraient.
Elle avait appris à lire les silences d'Harrison au cours des dernières semaines, les différentes qualités de calme qui signifiaient douleur, frustration, ou souvenir trop vif pour être touché. Ce silence était différent. Il détenait la vulnérabilité fragile d'une porte, longtemps verrouillée, s'ouvrant enfin en grinçant. Ma mère chantait en cuisinant, offrit-elle doucement, ajustant son fauteuil roulant pour qu'il puisse mieux voir les jardins au-delà du verre de la serre. Rien d'extraordinaire, généralement de vieilles chansons country ou des hymnes dont elle se souvenait de l'enfance. Après l'accident, je me surprenais parfois à fredonner ces mêmes chansons en préparant le dîner pour Asha, même si je pouvais à peine me souvenir de son visage. Les doigts d'Harrison tressaillirent à nouveau, et cette fois Amberlin fut certaine que c'était intentionnel. Le kinésithérapeute dit que les tests de conduction nerveuse montrent une amélioration, dit-il, changeant de sujet, mais pas l'intimité du moment. Vous avez passé en revue les résultats. Chaque soir, elles commençaient leurs exercices du matin, soutenant son bras alors qu'il travaillait à travers la séquence d'amplitude de mouvement. Le modèle de régénération est prometteur, surtout dans votre main droite. Les gaines de myéline montrent des signes de. Elle se reprit. Je suis désolé. Je suis sûr que vous connaissez les détails médicaux mieux que moi. Non, continuez. Quelque chose avait changé dans son expression. J'aimerais entendre votre analyse. Alors elle parla pendant qu'il travaillait, expliquant ses observations sur ses progrès, les modèles qu'elle avait remarqués dans ses réponses musculaires, la recherche qu'elle avait étudiée pendant son temps libre. Harrison écoutait avec une intensité qu'elle avait vue dans de vieilles vidéos de lui lors de conférences de technologie médicale, son esprit s'engageant clairement avec chaque point qu'elle soulevait. Vous comprenez plus que vous ne le laissez paraître, dit-il enfin, alors qu'elle l'aidait avec son verre d'eau. Pourquoi le cacher? Amberlin considéra sa réponse avec soin. Les gens considèrent souvent les soignants comme de simples paires de mains. Parfois, il est plus facile de les laisser penser cela tout en faisant discrètement ce qui doit être fait. Comme élever un frère seul? Ou gérer un ménage à 12 ans? Sa perspicacité la fit sursauter. Vous avez l'habitude d'être sous-estimé, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, un craquement sec fendit le calme du matin. Un des pots d'orchidées avait glissé de son étagère, se brisant sur le sol de la serre. Amberlin bougea instinctivement pour nettoyer, mais la voix d'Harrison l'arrêta. Attendez. Sa main droite bougea délibérément, les doigts s'étendant avec un effort visible. Regardez. Du pot brisé, une unique fleur blanche avait survécu intacte, ses pétales délicats indemnes de la chute. Alors qu'il regardait, un rayon de soleil matinal perça à travers les nuages de novembre, illuminant la fleur. La vie trouve un chemin, murmura Harrison, presque pour lui-même. Puis, avec une précision prudente, ses doigts se refermèrent autour du verre d'eau. C'était un petit mouvement, à peine perceptible pour quiconque n'avait pas passé des semaines à guetter exactement ce progrès, mais pour Amberlin, c'était comme assister à un lever de soleil. Harrison, souffla-t-elle, la distance professionnelle momentanément oubliée dans son excitation. Je l'ai senti hier, admit-il calmement, pendant le Mozart. Mes doigts voulaient bouger avec la musique, comme une mémoire musculaire s'éveillant d'un long sommeil. Je n'étais pas sûr si c'était réel ou un vœu pieux jusqu'à maintenant. Amberlin combattit l'envie de prendre sa main, de partager ce triomphe par le toucher. Au lieu de cela, elle canalisa sa joie dans l'action, sortant sa tablette pour documenter cette percée. Nous devrions ajuster votre routine d'exercice pour nous concentrer sur la dextérité des doigts, peut-être incorporer des techniques d'ergothérapie. Amberlin. Sa voix arrêta sa planification. Merci. Elle leva les yeux de la tablette, capturée par l'intensité de ses yeux gris. Je fais juste mon travail. Non, dit-il doucement. Vous me voyez à la personne, pas le diagnostic. Savez-vous à quel point c'est rare? Le moment s'étira entre eux comme du ver filé, beau et dangereux. Amberlin le rompit doucement, retournant à son rôle professionnel comme on enfile un manteau familier. Nous devrions continuer avec vos exercices pendant que vos muscles sont chauds. Mais alors qu'il travaillait à travers la routine, quelque chose avait indéniablement changé. Harrison partagea plus de souvenirs de sa mère, son amour du jardinage, la façon dont elle avait encouragé son intérêt précoce pour la science, comment elle avait joué du Mozart pendant les brunchs du dimanche. En retour, Amberlin parla des petites gentillesses de sa propre mère, les fragments de mémoire auxquels elle s'était accrochée comme à des pierres précieuses. Le pot d'orchidée brisé resta sur le sol de la serre, sa fleur survivante un témoignage de résilience. Plus tard,
Quand Harrison fut retourné à son bureau pour ses lectures de l'après-midi, Amberlin transféra soigneusement la fleur dans un nouveau pot. Elle la plaça sur le rebord de la fenêtre où Harrison pouvait la voir, un petit rappel que la beauté pouvait survivre à la chute. Ce soir-là, alors qu'elle terminait ses dernières vérifications, elle entendit une douce musique venant du bureau d'Harrison. L'enregistrement de piano jouait l'andante de Mozart, et à travers la porte à peine ouverte, elle vit sa main droite bouger légèrement, dirigeant un orchestre que lui seul pouvait voir. Elle n'entra pas, ne rompit pas le charme de ce moment privé. Mais en marchant vers ses propres quartiers, elle se surprit à fredonner avec lui, les hymnes de sa mère se mêlant à Mozart dans une mélodie d'amour souvenu et d'espoir inattendu. Dehors, la première neige de l'hiver commençait à tomber, chaque flocon portant la promesse de transformation. À l'intérieur de la serre, l'orchidée sauvée tournait son visage vers la chaleur, ses pétales blancs brillant comme des étoiles dans l'obscurité grandissante, et quelque part entre devoir et dévotion, entre distance professionnelle et compréhension profonde, quelque chose de nouveau commençait à fleurir. Chapitre 6, Main guérisseuse. Décembre arriva au manoir Blackwood enveloppé de givre argenté et de promesses chuchotées. Le mois apporta avec lui non seulement des décorations de vacances sur lesquelles Madame Henderson insista à tradition, Monsieur Blackwood, même si vous êtes déterminé à être un Grinch, mais aussi des améliorations de plus en plus notables de l'état d'Harrison. Sa main droite répondait maintenant constamment aux commandes de base, et la sensation revenait à ses doigts par vagues qui le laissaient alternativement ravi et frustré par leur inconstance. Encore, insista Harrison un soir, sa voix serrée par la détermination. Le bureau était devenu leur sanctuaire pour des séances de thérapie supplémentaires après le dîner, quand le reste de la maison s'installait dans une routine tranquille. Je l'avais presque cette fois. Amberlin regarda alors qu'ils se concentraient sur la petite balle en caoutchouc qu'ils utilisaient pour les exercices de préhension. Ses doigts tremblaient d'effort, se recroquevillant lentement vers l'intérieur. La balle roula légèrement, puis tomba, rebondissant sur le tapis persan antique avec un bruit sourd. Bon sang! Le juron s'échappa à travers ses dents serrées. C'était mieux ce matin. Le progrès n'est pas linéaire, lui rappela doucement Amberlin, récupérant la balle. Vos nerfs sont comme des membres endormis qui se réveillent, parfois, les fourmillements sont pires avant que la sensation ne revienne complètement. Elle replaça la balle dans sa paume, ses doigts effleurant momentanément sa peau. Le contact envoya une décharge inattendue à travers eux deux, sa sensibilité renouvelée au toucher rendant chaque contact fortuit plus significatif. Dites-moi quelque chose, dit soudainement Harrison, ses yeux fixés sur la balle comme si elle détenait les secrets de l'univers. Quelque chose de vrai, pas des rapports médicaux ou des notes de progrès. Amberlin s'installa dans le fauteuil face à son fauteuil roulant, pensive. Dehors, la neige tombait en spirale paresseuse, recouvrant le domaine du manoir d'un blanc immaculé. Je rêvais d'être médecin autrefois, dit-elle finalement. Avant l'accident de mes parents, je volais les revues médicales de mon père et je faisais semblant de comprendre les mots savants. Il était interne à l'hôpital du comté, il se destinait à la neurochirurgie. Les doigts de Harrison se contractèrent inconsciemment, faisant légèrement rouler la balle qui restait cependant au creux de sa paume. Qu'est-il arrivé à ce rêve? La vie est arrivée. Les rêves ne mettent pas de nourriture sur la table et ne paient pas les fournitures scolaires d'un frère. Elle sourit, mais son sourire portait la trace d'une vieille douleur. Parfois, nous devons mettre de côté ce que nous voulons pour ce dont les autres ont besoin. Comme l'a fait Vanessa, dit-il d'un ton amer qui l'a pris au dépourvu, mettant de côté ses vœux de mariage pour son agenda mondain. Non. La voix d'Amberlin était ferme. C'est différent. Le mariage est une promesse de partager à la fois les luttes et les triomphes. Partir quand les choses deviennent difficiles n'est pas un sacrifice, c'est une reddition. La balle tomba à nouveau, mais cette fois Harrison ne jura pas. Au lieu de cela, il l'étudia avec une intensité qui lui donna la chair de poule. Vous n'avez jamais abandonné, n'est-ce pas? Même quand votre frère. Certaines choses valent la peine de se battre, dit-elle doucement. Même quand le combat semble impossible. Comme le rétablissement d'un millionnaire paraplégique? Une pointe de son vieil humour sardonique colorait ses mots. Comme la dignité et le potentiel de tout être humain. Elle soutint son regard fermement. Votre compte en banque n'a rien à voir avec votre valeur en tant que personne, Harrison. L'utilisation de son prénom, encore assez rare pour avoir du poids, resta suspendue dans l'air entre eux. Dans la cheminée, une bûche bougea, envoyant des étincelles danser vers le haut comme des étoiles clouées au sol. Je veux essayer quelque chose, dit Harrison après un moment. Le piano. Voudriez-vous?
Voudriez-vous m'aider? La demande la surprit. Le demi-queue était resté silencieux depuis son arrivée, sa surface polie reflétant leur séance de thérapie comme un miroir noir de possible. Êtes-vous sûr? Sa mâchoire se serra avec cette détermination familière. Non. Mais je veux essayer quand même. Le trajet du fauteuil roulant au tabouret de piano fut compliqué, nécessitant toute la formation d'Amberlin et la volonté obstinée d'Harrison. Quand il fut enfin assis devant les touches, sa respiration était légèrement laborieuse, mais ses yeux brillaient d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Mozart, dit-il doucement. L'Andante. Celui que vous fredonnez tout le temps. Je l'ai joué à mon premier récital quand j'avais 10 ans. Ma mère a pleuré. Amberlin se positionna à côté de lui sur le banc, assez près pour le soutenir, mais pas trop pour ne pas l'étouffer. Commencez avec votre main droite. Juste une note à la fois. Les doigts de Harrison planèrent au-dessus des touches comme des oiseaux envisageant d'atterrir. La première note, quand elle vint, fut à peine un murmure. Le do central, pressé avec une détermination tremblante. La deuxième suivit, puis une troisième, formant le début de la mélodie familière. Les larmes lui montèrent aux yeux au son. Je n'aurais jamais cru. Continuez, encouragea doucement Amberlin. Votre mémoire musculaire connaît le chemin. Note après note, la mélodie émergea, hésitante, imparfaite, mais indéniablement du Mozart. Quand sa main commença à fatiguer, Amberlin se joignit doucement à l'accompagnement main gauche, son jeu inexpérimenté mais sincère soutenant ses efforts comme une étreinte musicale. Ils jouaient ensemble tandis que la neige tombait dehors, la musique devenant plus forte à mesure que la confiance d'Harrison grandissait. Ce n'était pas la performance virtuose de sa jeunesse, mais elle contenait quelque chose de plus précieux, le son de la possibilité renaissante. Les dernières notes s'évanouirent dans un silence respectueux. La main de Harrison reposait sur les touches, tremblant légèrement de l'effort. Sans réfléchir, Amberlin la recouvrit de la sienne, offrant chaleur et stabilité. Merci, chuchota Théil, la voix rauque d'émotion, de voir ce qui pourrait être au lieu de ce qui a été perdu. Leurs yeux se rencontrèrent dans la surface réfléchissante du piano, et quelque chose d'électrique passa entre eux, la reconnaissance peut-être d'âme sœur qui comprenait que la guérison prenait de nombreuses formes. L'horloge de grand-père sonna 9 heures, rompant le charme. Amberlin retira sa main comme si elle s'était brûlée, soudainement consciente de la distance qu'ils avaient parcourue hors des limites professionnelles. Nous devrions vous préparer pour la nuit. La séance de kinésithérapie de demain est tôt. Le voyage de retour vers le fauteuil roulant sembla plus lourd, lesté de mots non dits. Alors qu'elle l'aidait à s'installer, Harrison attrapa doucement son poignet avec sa main en convalescence. Amberlin. Elle se força à croiser son regard, à reconnaître la chaleur dangereuse qui s'y accumulait. Monsieur Blackwood. Merci, dit-il encore, mais cette fois cela portait un poids différent. De m'avoir montré que les choses brisées peuvent faire de la belle musique. Cette nuit-là, longtemps après que la maisonnée fut tombée dans le silence, Amberlin s'assit à sa fenêtre, regardant la neige transformer le monde. Ses doigts bougeaient inconsciemment, jouant sur des touches de piano fantôme alors qu'elle fredonnait l'andante de Mozart. Dans son esprit, elle pouvait encore sentir la chaleur de la main d'Harrison sous la sienne, la façon dont ses yeux avaient reflété la lueur du feu et la possibilité. Elle naviguait en eau trouble, elle le savait. Les lignes entre le professionnel et le personnel se brouillaient comme des empreintes dans la neige fraîche. Mais alors qu'elle regardait l'hiver envelopper le manoir de son étreinte immaculée, Amberlin réalisa que certaines limites étaient faites pour être franchies, certains risques valaient la peine d'être pris. Après tout, comme elle l'avait dit à Harrison, certaines choses valaient la peine de se battre. Même quand le combat semblait impossible. Même quand l'adversaire était son propre cœur. Chapitre 7, le précipice. Janvier arriva avec une clarté brutale, apportant avec lui à la fois l'hiver le plus froid depuis des décennies et la date de la chirurgie expérimentale de régénération nerveuse d'Harrison. La procédure, développée par la division de recherche de son ancienne entreprise, promettait d'accélérer son rétablissement grâce à une stimulation neurale ciblée. L'ironie d'être traité avec une technologie qu'il avait contribué à lancer n'échappait à aucun d'eux. Le matin de l'opération se leva gris-acier et glacial. Amberlin avait à peine dormi, passant la majeure partie de la nuit à revoir ses instructions préopératoires et à vérifier une dernière fois son sac d'hôpital. Maintenant, elle se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre, regardant le premier soupçon de lever de soleil peindre ses murs de teintes aquarelles. « Vous êtes en avance », observa Harrison, déjà réveillé et fixant le plafond.
Il n'est même pas 5 heures. Les routes pourraient être verglacées. Elle effectua leur routine matinale avec une efficacité rodée, mais ses mains trahissaient un léger tremblement. Je voulais m'assurer que nous ayons beaucoup de temps. Harrison attrapa son poignet alors qu'elle ajustait son col, un geste devenu plus fréquent à mesure que son contrôle moteur s'améliorait. Amberlin, regardez-moi. Elle se força à croiser son regard, luttant pour maintenir une distance professionnelle. Au cours des derniers mois, elle avait catalogué toutes les nuances de gris de ses iris, nuages d'orage quand il était frustré, acier poli quand il était déterminé, éteint chaud dans des moments comme celui-ci, quand il voyait clair à travers ces murs soigneusement construits. Dites-moi ce que vous pensez, dit-il doucement. Les vraies pensées, pas les prudentes. Les doigts d'Amberlin se crispèrent autour du tissu de sa chemise, cherchant un ancrage. Je pense aux statistiques et aux complications, et à combien de choses pourraient mal tourner. Je pense aux lésions nerveuses et au taux d'infection et... Elle prit une inspiration tremblante. Je pense à quel point cette maison sera silencieuse la semaine prochaine, pendant que vous serez à l'hôpital. Ah. Sa main quitta son poignet pour couvrir ses doigts, là où ils agrippaient encore sa chemise. Et moi qui pensais que vous apprécieriez cette pause loin de mes exigences constantes. Harrison. Son nom s'échappa avant qu'elle ne puisse le retenir, lourd de tout ce qu'elle ne pouvait pas dire, le moment s'étira entre eux comme du sucre filé, délicat, doux, et destiné à se briser. Les pas de Madame Henderson dans le couloir rompirent le charme, et Amberlin recula, reprenant son masque professionnel. Le trajet jusqu'au centre médical de Boston se passa dans un silence tendu. La neige était tombée pendant la nuit, transformant le paysage en quelque chose d'étranger et d'immaculé. Harrison regardait le monde à travers sa vitre, sa main droite s'ouvrant et se fermant dans un rythme inconscient. Une habitude nerveuse qu'il avait développée, une sensation revenue. Mon père est mort pendant une opération de routine, dit-il soudain, sa voix à peine audible par-dessus le chauffage de la voiture. J'étais à la fac. Ils ont dit que c'était une réaction inattendue à l'anesthésie. Un moment il était là, le suivant. Ses doigts se crispèrent. C'est pour ça que je concentre mes recherches sur la technologie médicale. Je voulais rendre la chirurgie plus sûre, plus prévisible. Ironique que je confie maintenant mon rétablissement au même système qu'il a laissé tomber. Amberlin négocia un virage particulièrement verglacé avant de répondre. La différence, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez toute une équipe de médecins qui ont étudié votre cas, qui se sont préparés à chaque éventualité. Elle marqua une pause, puis ajouta doucement, et vous avez des gens qui attendent votre retour. Son reflet dans la vitre sourit légèrement. Des gens ou une personne? L'hôpital se dressa devant eux avant qu'elle n'ait eu à répondre, ses fenêtres flamboyant contre le ciel d'avant l'aube comme une constellation d'étoiles clouées au sol. L'heure suivante passa dans un flou de papiers d'admission, de contrôle préopératoire et de préparatifs finaux. Amberlin traversa tout cela avec une efficacité silencieuse, traduisant le jargon médical et anticipant les besoins avant qu'ils ne surviennent. Finalement, ils atteignirent le point où elle ne pouvait aller plus loin. La salle préopératoire était une étude en stérilité institutionnelle, tout en chrome, vermante et moniteur qui bips. Harrison semblait plus petit dans le lit d'hôpital, malgré tous les progrès qu'il avait faits. Le chirurgien sera là sous peu pour les formulaires de consentement finaux, dit-elle en ajustant sa couverture une dernière fois. N'oubliez pas de mentionner la sensibilité de votre côté gauche, et ne les laissez pas bâcler le questionnaire d'anesthésie. Amberlin. Sa voix arrêta son agitation. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Elle s'immobilisa, reconnaissant la note sérieuse dans son ton. Bien sûr. Dans mon bureau, il y a une lettre dans le tiroir du haut de mon secrétaire. Si quelque chose tourne mal. Harrison, ne. Si quelque chose tourne mal, poursuivit-il fermement, j'ai besoin que vous la lisiez. Pas avant. Seulement si. Il déglutit difficilement. Promettez-le-moi. Le poids de tout ce qui n'était pas dit pesait entre eux comme des flocons de neige suspendus. Je le promets, chuchota T.L. Mais rien ne va mal tourner. Vous allez vous réveiller et vous plaindre de la nourriture de l'hôpital et exiger du Mozart au lieu de la playlist de kinésithérapie. Son rire était tremblant mais réel. Quelle confiance. Je l'ai apprise d'une patiente plutôt exigeante. Elle redressa sa perfusion, ayant besoin de faire quelque chose de ses mains. Quelqu'un qui m'a appris que la guérison ne concerne pas seulement le corps. L'infirmière préopératoire apparut dans l'embrasure de la porte.
C'est l'heure des derniers préparatifs, monsieur Blackwood. Amberlin recula, mais la main d'Harrison jaillit, attrapant la sienne. Attendez. Sa poigne était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois, comme si son corps choisissait ce moment pour démontrer tout le chemin parcouru. Amberlin, dites-le-moi après, l'interrompit-elle doucement, serrant sa main une fois avant de la lâcher. Quand vous serez rentré à la maison et que vous vous plaindrez encore de ma cuisine. Ses yeux retinrent les siens un long moment, disant des volumes dans leur profondeur grise familière. Puis l'équipe médicale s'engouffra, et elle dut s'éloigner, dut regarder alors qu'il le roulait vers le bloc opératoire où des étrangers tiendraient sa vie entre leurs mains. La salle d'attente devint sa prison pour les 8 heures suivantes. Elle en arpentait les confins comme un tigre en cage, alternant entre revoir ses dossiers médicaux pour la 100e fois et fixer la neige qui tombait. Madame Henderson apporta du café qui refroidit sans être touché. La cuisinière envoya des sandwichs qui se transformèrent en cendres dans sa bouche. Amberlin se surprit à négocier avec n'importe quelle puissance supérieure qui pourrait l'écouter. Elle renoncerait à tous ses rêves de finir l'école d'infirmière, ses espoirs d'avoir sa propre clinique un jour, même la chaleur dangereuse qui fleurissait dans sa poitrine chaque fois qu'Harrison souriait s'il pouvait juste traverser cela sain et sauf. S'il vous plaît, chuchota-t-elle à la neige indifférente. Pas lui aussi. Je ne peux perdre personne d'autre. L'opération dura 2 heures de plus que prévu, chaque minute s'étirant comme des années, chaque tic-tac de l'horloge de la salle d'attente une petite éternité. Quand le chirurgien apparut enfin, toujours en tenue de bloc, le cœur d'Amberlin s'arrêta. Mais il souriait. La procédure est un succès, annonça-t-il. Nous avons obtenu une meilleure réponse neurale que prévu. Monsieur Blackwood est en salle de réveil maintenant. Il demande après vous. Le soulagement la frappa comme une force physique, faisant presque flancher ses genoux. Madame Henderson la soutint d'un regard entendu qu'Amberlin choisit d'ignorer. Harrison était pâle mais alerte en salle de réveil, ses yeux trouvant les siens dès qu'elle entra. « Vous avez une mine affreuse, râla-t-il, la voix rauque à cause du tube respiratoire. Un rire dangereusement proche du sanglot lui échappa. Votre tact au chevet du patient laisse à désirer. Restez. Le mot était à peine un murmure, mais il portait le poids de tout ce qu'ils avaient laissé sous silence. Amberlin s'affaissa sur la chaise près de son lit, son masque professionnel glissant juste assez pour le laisser voir son propre soulagement. Toujours. Tandis que la neige continuait de tomber dehors, recouvrant Boston d'un blanc immaculé, Amberlin garda sa veille. Elle surveillait les moniteurs, comptait ses respirations régulières, et s'autorisait à imaginer un avenir où certaines promesses n'avaient pas à être tenues à distance. Dans son sommeil induit par les médicaments, les doigts d'Harrison tressaillirent, dirigeant un orchestre que lui seul pouvait entendre. Amberlin fredonna doucement du Mozart, fournissant la mélodie à sa symphonie inconsciente, et pria pour que lorsqu'ils se réveilleraient complètement, ils trouvent leur chemin vers le mouvement suivant, quel qu'il soit. Chapitre 8 – L'écho de l'adieu. 3 semaines après l'opération, Harrison Blackwood fit ses premiers pas sans assistance dans le solarium du manoir. Le soleil de février inondait les murs de verre, projetant son ombre longue et droite sur le sol de marbre, une ombre qui, pour la première fois depuis plus d'1 an, montrait un homme debout sur ses 2 pieds. Amberlin observait à 3 pas prudents de distance, les mains à demi levées, prêtes à le rattraper si nécessaire. Mais la posture d'Harrison était stable, ses muscles nouvellement réveillés tremblants mais tenant bon. Le moment semblait sacré, comme assister à un miracle en temps réel. « Eh bien, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Je suppose que cela signifie que vous allez bientôt partir. » Les mots frappèrent Amberlin comme un coup physique. Elle redoutait ce moment, repoussant l'inévitable à chaque nouvelle étape de son rétablissement. Maintenant, en le regardant se tenir indépendamment au soleil, elle ne pouvait plus nier que ses devoirs professionnels touchaient à sa fin. Ce soir-là, après s'être assuré qu'Harrison était installé pour la nuit, Amberlin s'assit au secrétaire ancien dans ses quartiers. Le manoir était calme, à l'exception du grincement occasionnel du vieux bois qui travaillait, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Cher Harrison » commença-t-elle, puis elle raya. « Cher monsieur Blackwood. » Elle essaya à nouveau, la formalité agissant comme une armure contre les émotions menaçant de se déverser sur la page. « Quand je suis arrivé au manoir Blackwood, je fuyais une perte pour courir droit vers une autre. Je ne m'attendais pas à trouver la guérison ici, pas seulement pour vous, mais pour moi-même. Vous m'avez appris que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à choisir de se relever, même quand se tenir debout semble impossible. » Son stylo s'arrêta,
planant au-dessus du papier crème alors que les souvenirs affluaient. Le premier mouvement intentionnel du doigt d'Harrison pendant l'andante de Mozart, son rire quand elle avait brûlé le toast un matin et essayé de le cacher, la façon dont ses yeux retenaient les siens pendant les séances de kinésithérapie quand la douleur menaçait de le submerger. Votre rétablissement a été plus qu'un progrès médical. Je vous ai vu redécouvrir la joie dans de petits moments, la première fois que vous avez tenu une tasse de café sans aide, le soir où vous avez rejoué du piano, les pas triomphants d'aujourd'hui. Chaque victoire m'a rappelé pourquoi j'avais choisi cette voie, cette vocation d'aider les autres à retrouver leur chemin vers eux-mêmes. Les larmes menacèrent, mais elle les refoula en clignant des yeux. Distance professionnelle, se rappela-t-elle. C'était la règle depuis le début, bien que quelque part en chemin, les lignes se soient brouillées comme de l'aquarelle, déteignant l'une sur l'autre. L'équipe médicale pense que vous retrouverez environ 85% de votre mobilité antérieure, vos tests de conduction nerveuse montrent une amélioration constante, et le site chirurgical cicatrise magnifiquement. Vous n'avez plus besoin de soins à temps plein, ce qui signifie que mes services ne sont plus nécessaires. Le langage clinique semblait plus sûr, bien qu'il ne pût masquer entièrement l'émotion sous-jacente. Dehors, la neige recommençait à tomber, chaque flocon accrochant le clair de lune comme des étoiles filantes. Mais la nécessité n'est pas toute l'histoire, n'est-ce pas? Nous le savons tous les deux. Il y a des moments où le devoir et le désir se croisent d'une manière qui rend la continuation impossible. Vous m'avez demandé un jour pourquoi j'étais devenue soignante au lieu de poursuivre des études de médecine. La vérité est que j'ai choisi cette voie parce que je crois que la guérison se produit dans les moments calmes entre les procédures médicales, dans la connexion humaine qui ne peut être mesurée par des moniteurs ou documentée dans des graphiques. Sa main trembla légèrement alors qu'elle continuait. Vous m'avez montré que cette croyance n'était pas mal placée. Vous m'avez aussi montré pourquoi maintenir des limites professionnelles est si crucial parce que parfois, dans ces moments calmes, dans l'espace entre soignant et patient, autre chose grandit, quelque chose qui rend les soins objectifs impossibles. L'horloge de grand-père dans le hall sonne à minuit, ses notes profondes résonnant à travers le manoir comme un battement de cœur. Je pars parce que vous méritez les meilleurs soins possibles, et je ne peux plus me faire confiance pour fournir cela avec l'objectivité requise. Votre rétablissement est ma plus grande joie et mon signal de départ. Certains rêves sont faits pour rester inexprimés, certains cœurs pour ne pas être prêtés. Amberlin fit une pause, rassemblant son courage pour la partie la plus difficile. La vérité, Harrison, c'est que j'ai plus appris de vous que je ne vous ai jamais enseigné sur la guérison. Vous m'avez montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide demande plus de courage que de la refuser. Vous m'avez rappelé que la musique peut guérir ce que la médecine ne peut atteindre, et que certaines choses brisées, une fois réparées, deviennent plus fortes aux endroits fracturés. J'ai pris des dispositions pour qu'un kinésithérapeute hautement qualifié poursuive votre rééducation. Madame Henderson a des notes détaillées sur vos routines quotidiennes, vos préférences et vos besoins médicaux. Tout est en ordre pour une transition en douceur. Les mots suivants semblaient être arrachés de son cœur. S'il vous plaît, n'essayez pas de me retrouver. Cet adieu doit être propre et complet. Vous avez une vie remarquable devant vous, une vie où vous vous tiendrez debout non seulement physiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Mon rôle dans cette histoire a toujours été destiné à être temporaire, un chapitre plutôt que le livre entier. Prenez soin de vous. N'oubliez pas vos exercices, surtout les jours où il semble plus facile de ne pas essayer. Continuez à jouer du Mozart. La dextérité de vos doigts s'améliore remarquablement pendant la musicothérapie. Et s'il vous plaît, n'arrêtez pas de croire aux miracles. Vous êtes la preuve vivante qu'ils existent. Elle signa simplement, éternellement reconnaissante, Amberlin. La lettre terminée, elle la scella dans une enveloppe et écrivit son nom d'une main ferme qui démentait son cœur tremblant. Demain matin, pendant qu'il serait à sa séance de kinésithérapie, elle la laisserait sur son bureau et s'éclipserait avant son retour. Mais pour l'instant, elle alla à la fenêtre, pressant sa paume contre le verre froid alors que la neige continuait de tomber. Quelque part dans le manoir, elle pouvait entendre les faibles accords de Mozart. Harrison devait jouer du piano, ses muscles rétablis devenant plus forts à chaque séance d'entraînement. Amberlin ferma les yeux, mémorisant l'instant. La musique, la chute de neige, la douleur sourde dans sa poitrine qui ressemblait à la croissance et à la perte enveloppées ensemble. Elle était arrivée au manoir Blackwood pour aider quelqu'un d'autre à guérir, ne s'attendant jamais à ce que son propre cœur soit celui le plus changé par l'expérience. La musique passa au mouvement en dante leur mouvement. Dans l'obscurité enneigée, Amberlin s'autorisa un moment de faiblesse,
une larme pour tout ce qu'elle choisissait de laisser derrière elle. Puis, comme elle l'avait appris à Harrison pendant les parties les plus dures de son rétablissement, elle prit une profonde inspiration et se concentra sur le prochain pas en avant, même si se tenir debout semblait impossible. Demain apporterait son propre type de paralysie, l'incapacité de rester quand tout en elle aspirait à demeurer. Mais pour ce soir, elle laissa les notes de Mozart s'enrouler autour d'elle comme une étreinte d'adieu, sachant que certains adieux étaient nécessaires précisément à cause de la douleur qu'ils causaient. Chapitre 9, la recherche désespérée. La lettre pesait comme du plomb dans les mains d'Harrison alors qu'il se tenait dans son bureau, la lumière du soleil d'hiver affluant par les fenêtres qui semblaient soudain trop brillantes, trop dures. Il était revenu de sa séance de kinésithérapie pour trouver son monde désaxé. En Berlin parti, ne laissant que des instructions médicales soigneusement dactylographiées et cet adieu manuscrit qui menaçait de briser ce qui restait de son sang-froid. « Monsieur ?» Madame Henderson planait dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravant des lignes plus profondes autour de ses yeux. « Vous n'avez pas mangé depuis hier. La cuisinière a fait votre plat préféré. Depuis combien de temps ?» Sa voix était rauque, inconnue. « Depuis combien de temps saviez-vous qu'elle prévoyait de partir ?» Le silence de la gouvernante fut une réponse suffisante. Harrison se tourna pour lui faire face, son équilibre nouvellement recouvré parfait malgré le tremblement de terre émotionnel secouant ses fondations. « Vous l'avez aidé à planifier ça, n'est-ce pas ?» Elle voulait assurer une transition en douceur, dit prudemment Madame Henderson. « Mademoiselle Thorne a été très minutieuse dans ses préparatifs pour la suite de vos soins. » Minutieuse. Le mot avait un goût amer. Oui, elle a toujours été minutieuse, chaque détail considéré, chaque éventualité planifiée. Ses doigts se crispèrent autour de la lettre, puis se détendirent délibérément une victoire de contrôle qu'il aurait célébrée il y a quelques heures à peine. Maintenant, cela semblait creux. Sauf qu'elle a oublié un détail plutôt crucial. Monsieur ? Elle a oublié que je ne suis plus l'homme paralysé qui a besoin d'être protégé de ses propres sentiments. Harrison se dirigea vers son bureau, chaque pas un témoignage de mois de travail, de la patience d'Amberlin. Appelez Thomas. Faites-lui avancer la voiture. Monsieur Blackwood, vous n'êtes pas assez fort pour. Je suis assez fort pour me tenir debout, pour marcher, pour poursuivre ce qui compte. Il attrapait déjà son manteau. Elle m'a appris ça. La recherche commença méthodiquement, parce que c'est ainsi qu'Amberlin l'aurait approché. Harrison visita chaque hôpital de Boston, chaque clinique où une soignante qualifiée pourrait chercher un emploi. Ses muscles rétablis tremblaient d'épuisement, mais il poussait plus loin, conduit par un besoin qui transcendait les limites physiques. Les jours se fondirent les uns dans les autres. Il dormait à peine, subsistant grâce au café et à la détermination. Son kinésithérapeute le mit en garde contre le surmenage de ses nerfs en convalescence, mais Harrison ajusta simplement ses exercices pour accommoder sa recherche. Il ne laisserait plus les limites de son corps dicter les frontières de son cœur. Elle était ici, lui dit finalement une infirmière du Massachusetts General 2 semaines après le début de ses recherches. Elle a passé un entretien pour un poste au service de rééducation. Hautement qualifié, référence impressionnante. L'infirmière marqua une pause. Mais elle a refusé l'offre. Elle a dit quelque chose à propos du besoin d'un autre type de guérison. Une autre semaine passa. L'appétit d'Harrison s'évanouit, la nourriture se changeant en cendres dans sa bouche. Il perdit du poids, sa force recouvrée menaçant de s'effacer, mais il cherchait toujours, élargissant son rayon, suivant chaque piste. « Vous vous tuez » observa Madame Henderson un soir, le trouvant dans son bureau entouré de cartes et de relevés téléphoniques. Elle ne voudrait pas ça. Elle ne décide plus de ce que je veux. La voix d'Harrison était calme, mais intense. Elle a fait des choix pour moi quand je ne pouvais pas les faire moi-même. Mais je peux me tenir debout maintenant. Je peux marcher. Je peux choisir. La percée vint d'une source inattendue. La fille de la cuisinière, qui faisait du bénévolat dans des maisons de retraite locales, mentionna une nouvelle soignante au foyer pour personnes âgées Saint-Clair, qui fredonnait du Mozart en changeant les lits. Harrison y fut dans l'heure, son cœur martelant contre ses côtes alors qu'il franchissait les portes de l'établissement. L'endroit sentait l'antiseptique et les vieux souvenirs, ses couloirs bordés de fauteuils roulants et de déambulateurs et des outils qu'il avait tout récemment laissés derrière lui. Et elle était là. Amberlin se tenait dans la salle commune, aidant un homme âgé avec des exercices de kinésithérapie similaires à ceux qu'elle avait fait avec Harrison d'innombrables fois. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans son style pratique familier,
mais quelque chose dans son visage avait changé, une tristesse autour des yeux qui n'était pas là avant. Elle leva les yeux, sentant d'une manière ou d'une autre sa présence, et le monde cessa de tourner pendant un moment parfait. Harrison. Son nom tomba de ses lèvres comme une prière ou une malédiction. Vous ne devriez pas être ici. Vraiment? Il fit un pas en avant, puis un autre, chaque mouvement une démonstration de ce qu'elle l'avait aidé à accomplir. Vous êtes parti sans me donner le choix. Je suis parti parce que c'était nécessaire. Mais sa voix tremblait, trahissant la conviction de ses mots. Nécessaire pour qui? Un autre pas plus près. Les résidents âgés regardaient avec un intérêt non dissimulé, sentant le drame se dérouler devant eux. Vous avez écrit sur les limites professionnelles et les soins objectifs. Mais dites-moi, Amberlin, y avait-il quoi que ce soit d'objectif dans la façon dont vous m'avez appris à croire en moi à nouveau? Était-ce juste le devoir professionnel qui vous faisait jouer du Mozart jusqu'à minuit, célébrant chaque petite victoire comme si c'était la vôtre? S'il vous plaît. Elle recula d'un pas, maintenant la distance entre eux. Ne rendez pas les choses plus difficiles. C'est déjà difficile. Sa voix s'adoucit. C'est difficile depuis la première fois que vous avez fredonné du Mozart en changeant mes bandages, depuis que vous avez coupé les croûtes de mon pain grillé sans qu'on vous le demande, depuis que vous m'avez vu, non pas comme un homme brisé à réparer, mais comme une personne valant la peine de se battre. Des larmes s'accumulèrent dans ses yeux. Je ne peux plus être votre soignante. Bien. Il combla la distance entre eux d'un pas assuré qui prouvait à quel point elle lui avait bien appris à se tenir debout tout seul. Parce que je n'ai pas besoin d'une soignante. J'ai besoin de la femme qui a cru au miracle, même quand j'avais cessé d'y croire. J'ai besoin de la personne qui m'a appris que la guérison ne concerne pas seulement le corps, mais le cœur. Harrison, je vous aime. Les mots tombèrent dans l'espace entre eux comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations impossibles à effacer. J'aime votre force, votre compassion, votre détermination obstinée à aider les autres à guérir, même quand vous souffrez. J'aime que vous voyez les choses brisées comme des opportunités de croissance plutôt que comme une tragédie, et j'aime que vous ayez été prête à partir pour protéger ce que vous pensiez être le mieux pour moi, même si vous aviez complètement, magnifiquement tort. Les larmes d'Amberlin débordèrent, traçant des chemins silencieux sur ses joues. Je ne peux pas brouiller les lignes entre. Les lignes ont été brouillées au moment où vous avez commencé à me voir comme Harrison au lieu de Monsieur Blackwood, au moment où j'ai commencé à vous voir comme plus qu'une simple soignante. Il chercha sa main, ses doigts rétablis maintenant assez forts pour s'entrelacer avec les siens. Certaines limites sont faites pour être franchies, Amberlin. Certains risques valent la peine d'être pris. L'homme âgé qu'elle aidait se mit à applaudir, déclenchant une réaction en chaîne à travers la salle commune. Mais Harrison et Amberlin le remarquèrent à peine, pris dans un moment qui semblait à la fois complètement nouveau et quelque peu inévitable. Je ne peux pas redevenir votre soignante, chuchota-t-elle, bien que ses doigts se resserrassent autour des siens. Alors soyez ma partenaire à la place. Il porta leurs mains jointes à sa poitrine, la laissant sentir son battement de cœur. Soyez la personne qui continue de croire au miracle avec moi. Soyez celle qui m'aide à découvrir quelles autres choses impossibles nous pouvons accomplir ensemble. Autour d'eux, du Mozart jouait doucement depuis la radio de quelqu'un, le mouvement andante qui était devenu leur thème non officiel, et à cet instant, entouré de témoins de la capacité de l'amour à guérir ce que la médecine ne pouvait toucher, Amberlin cessa de fuir la vérité de son cœur. Oui, souffla-t-elle. Et le mot contenait toute la musique qu'ils avaient jamais partagée, toutes les victoires qu'ils avaient célébrées, toutes les possibilités qui s'étendaient devant eux. Harrison la tira contre lui, sa force retrouvée maintenant dédiée à tenir ce qui comptait le plus, et tandis que le soleil de février peignait le monde de nuances prometteuses, deux âmes qui avaient appris à se guérir l'une l'autre découvrirent que certaines limites, lorsqu'elles sont franchies avec amour, ne mènent pas à la ruine, mais à la rédemption. Chapitre 10, le règlement de compte. Le printemps arriva au manoir Blackwood comme une aquarelle prenant vie, les fleurs de cerisier parsemant le domaine de délicats nuages roses. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Harrison avait retrouvé Amberlin à Saint-Clair, 2 mois à redéfinir les limites et à construire quelque chose d'entièrement nouveau sur les fondations de leur passé commun. Le matin où tout changea se leva parfait comme une image, la lumière du soleil inondant les fenêtres tandis qu'Harrison et Amberlin partageaient le petit déjeuner. Leur nouvelle routine semblait à la fois familière et excitante, non plus soignante et patient, mais 2 personnes apprenant à naviguer la danse délicate de l'amour. Vous surveillez encore mes mains, observa Harrison, levant délibérément sa tasse de café avec des doigts stables. Vieilles habitudes? Amberlin sourit,
prise en flagrant délit de surveillance inconsciente. La déformation professionnelle à la vie dure, je suppose. Il n'y a rien de professionnel dans la façon dont vous me regardez maintenant, la taquina-t-il. Il tendit le bras à travers la table pour attraper sa main, un geste, autrefois impossible, qui semblait maintenant aussi naturel que respirer. Le moment vola en éclats au son de talons claquant contre les sols en marbre. Madame Henderson apparut dans l'embrasure de la porte, le visage crispé d'inquiétude. « Monsieur Blackwood, vous avez des visiteurs. » Vanessa Blackwood déferla dans le solarium comme un front orageux, parfum de créateur et fureur à peine contenu la précédant. Derrière elle, leur fils James suivait, l'air mal à l'aise dans son costume parfaitement coupé. « Bonjour, Harrison. » La voix de Vanessa aurait pu geler les floraisons printanières au dehors. « Je vois que les rumeurs sur ton rétablissement miraculeux n'étaient pas exagérées. » Son regard coupa vers l'endroit où sa main tenait encore celle d'Amberlin. Pas plus que les autres rumeurs, apparemment. Les doigts d'Harrison se resserrèrent de manière protectrice autour de ceux d'Amberlin avant de les lâcher. Il se leva, fluidement, stablement à un étalage délibéré de son rétablissement et fit face à son ex-femme. Vanessa. C'est inattendu. Vraiment? Elle posa un sac Hermès sur une table proche avec une précision calculée. Quand mon avocat m'a informé que tu avais déposé une demande pour révoquer la procuration médicale que je détenais encore, j'ai pensé que nous devrions peut-être avoir une conversation. Toute affaire juridique peut être traitée par nos avocats. La voix d'Harrison était contrôlée, mais Amberlin pouvait voir la tension dans ses épaules. James. Vanessa se tourna vers leur fils, qui était resté silencieux. Tu n'as rien à dire à ton père? Le jeune homme bougea, mal à l'aise. À 17 ans, il ressemblait de façon frappante aux vieilles photos d'Harrison, même mâchoire forte, mêmes yeux gris orage. Mais là où le regard d'Harrison portait de la chaleur, celui de James restait sur ses gardes. Tu as l'air en forme, père, dit-il formellement, comme s'il s'adressait à un étranger. À bien des égards, réalisa Amberlin, c'est exactement ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Merci. La voix d'Harrison s'adoucit. Tu as grandi. L'air suisse te réussit. Oh, passons les politesses. Le sourire de Vanessa était tranchant comme un rasoir. Tu as l'air remarquablement bien pour quelqu'un qui était soi-disant incurablement paralysé, on pourrait presque soupçonner. Son regard glissa vers Amberlin comme de l'huile sur l'eau. Choisis tes prochains mots avec soin, Vanessa. L'acier entra dans le ton d'Harrison. Tu es parti quand j'avais le plus besoin de soutien. Tu ne peux pas remettre en question les méthodes de mon rétablissement maintenant. J'ai remis en question beaucoup de choses à l'époque. Le calme parfait de Vanessa se fissura légèrement. Chaque option de traitement, chaque spécialiste. Mais tu étais si déterminé à faire les choses à ta manière. Non. L'interruption d'Harrison était calme, mais ferme. Tu as remis en question la façon dont mon état affecterait ton statut social. Tu as posé des questions sur l'image et les relations publiques avant de demander mon pronostic. Ne réécris pas l'histoire maintenant. James observait cet échange avec un malaise croissant. Mère, peut-être devrions-nous. Ton père a abandonné ses responsabilités, coupa Vanessa. Envers l'entreprise, envers notre position dans la société. Envers toi? Le rire d'Harrison ne contenait aucun humour. Oui, quelle inconsidération de ma part de tomber malade et de perturber ta vie soigneusement planifiée. Dis-moi, as-tu seulement lu les rapports médicaux avant de demander le divorce, ou as-tu juste signé là où ton avocat l'indiquait? Amberlin se leva tranquillement, s'apprêtant à les laisser à leur discussion familiale. Mais Harrison attrapa sa main. Reste. S'il te plaît. Ses yeux rencontrèrent les siens, exprimant tout ce qu'il ne disait pas, tu fais partie de ça maintenant. Ah, oui. La faiseuse de miracles. Le ton de Vanessa dégoulinait de sarcasme. Dis-moi, ma chère, était-ce avant ou après qu'il ait retrouvé ces sensations que tu as décidé de passer de soignante à compagne? Ça suffit. La voix d'Harrison claqua comme un fouet. Tu peux remettre en question mes choix, Vanessa, mais tu n'insulteras pas la femme qui est restée à mes côtés quand ma propre épouse s'est enfuie au premier signe de difficulté. J'ai déménagé avec le garçon qui héritera de tout ce que tu as bâti, corrigea-t-elle. J'ai protégé l'avenir de notre fils pendant que tu te complaisais dans l'apitoiement. Protégé. Quelque chose de dangereux entra dans le ton d'Harrison. Tu l'as expédié de l'autre côté de l'océan,
plutôt que de le laisser voir que la vie n'est pas parfaite, que les gens peuvent lutter et s'en remettre, que l'amour signifie rester même quand les choses deviennent difficiles. James émit un petit son, attirant leur attention. Le garçon, presque un homme, se tenait plus droit sous leur regard combiné. « Je voulais rester, dit-il doucement. J'ai demandé à rester. » Les mots tombèrent dans le silence soudain comme des pierres dans une eau calme. Le calme parfait de Vanessa glissa davantage. « James, ne. Non, mère. » Sa voix devint plus forte. « Je voulais aider. Je n'avais pas peur de voir père malade. J'avais peur de ne plus jamais le revoir. » Il se tourna vers Harrison, des années de mots non dits planant entre eux. « J'ai lu sur ton rétablissement en ligne, chaque article, chaque mise à jour médicale. Je suis fier de toi, père. » La main d'Harrison trembla légèrement dans celle d'Amberlin, non de faiblesse maintenant, mais d'émotion. « Merci, fiston. Comme c'est touchant. » La voix de Vanessa aurait pu givrer les fleurs de printemps. Mais les sentiments ne changent pas les faits. Le conseil d'administration a déjà voté. Pour me réintégrer, interrompit Harrison avec fluidité. Depuis la semaine dernière, je suis de retour à la tête de la recherche et du développement, pas PDG. J'ai découvert que je préférais me concentrer sur l'innovation plutôt que sur la politique d'entreprise. En parlant de ça, il plongea la main dans sa veste, en retirant une enveloppe. Ce sont les papiers transférant 20% de mes actions directement à James. Pas à son fonds fiduciaire. Pas pour être géré par toi. À lui. Le silence qui suivit fut absolu. Même les oiseaux dehors semblaient retenir leur souffle. J'ai appris quelque chose sur la confiance cette année passée, continua Harrison, son pouce effleurant les jointures d'Amberlin. Elle se gagne par la présence. En restant quand les choses sont difficiles. En croyant au possible même quand les preuves suggèrent le contraire. Il regarda son fils. J'aimerais avoir la chance de regagner ta confiance, James. Pas par des actions en bourse ou une position sociale, mais en étant présent. Si tu le permets. James hocha la tête, l'émotion le faisant paraître soudainement plus jeune. J'aimerais ça. Comment oses-tu? Le calme de Vanessa vola complètement en éclats. Après tout ce que j'ai sacrifié. Tu n'as rien sacrifié, dit Harrison calmement. Tu as fui le sacrifice. Tu as fui la difficulté. Tu as fui le genre d'amour qui reste. Il serra la main d'Amberlin. Mais je ne fuis plus. Et je ne te laisserai pas dicter les termes de ma relation avec notre fils. Vanessa ouvrit la bouche pour répondre, mais quelque chose dans l'expression d'Harrison l'arrêta. Peut-être voyait-elle enfin ce qu'Amberlin avait vu il y a des mois, non pas un homme brisé, mais quelqu'un qui s'était reconstruit plus fort aux endroits brisés. Viens, James. Elle rassembla son sac de créateur comme une armure. Nous partons. En fait, mère. James redressa les épaules. Je pense que j'aimerais rester un peu. Si ça te va, père? Le sourire qui éclata sur le visage d'Harrison fut comme un lever de soleil après l'orage. Plus que ça. Ils regardèrent le départ de Vanessa en silence, ses talons claquant contre le marbre avec une précision militaire. Quand elle fut partie, James se tourna vers son père avec un espoir incertain. J'ai tellement de questions. J'ai des réponses. Harrison fit un geste vers la table du petit déjeuner. Et du temps. Enfin, j'ai du temps. Il regarda Amberlin, l'amour clair dans ses yeux. Nous en avons tous. Alors qu'ils s'installaient autour de la table père, fils, et la femme qui avait rendu la guérison possible, la lumière printanière les peignit en douces aquarelles. Dehors, les fleurs de cerisier continuaient leur danse élégante, et quelque part au loin une nouvelle chanson commençait. La musique n'était plus l'andante de Mozart, mais quelque chose d'entièrement nouveau, une composition de seconde chance et de confiance reconstruite, d'un amour qui reste et grandit plus fort à travers l'adversité. Et dans la douce lumière du matin, 3 personnes commencèrent le travail délicat de bâtir quelque chose de beau sur les cendres de ce qui avait été perdu. Chapitre 11, Cœur délivré. Mais transforma les jardins du manoir Blackwood en une symphonie de couleurs et de parfums, les roses grimpant sur les vieux treillis tandis que la glycine cascadait en chute violette. Dans le mois qui suivit la confrontation avec Vanessa, la vie s'était installée dans de nouveaux rythmes. James venait les week-ends, reconstruisant lentement les ponts avec son père à travers des repas partagés et des conversations timides sur l'avenir.
Le retour d'Harrison à la division recherche de l'entreprise apportait un but frais à ses journées, et Amberlin, qui n'était plus lié par des contraintes professionnelles, découvrit ce que signifiait être aimé non pour ce qu'elle donnait, mais pour qui elle était. Le soir qu'Harrison choisit était parfait, le coucher de soleil peignant le ciel de teintes aquarelles rose et or, l'air doux de jasmin et de possible. Il avait demandé à Amberlin de le retrouver dans la serre, là où leur histoire avait vraiment commencé des mois plus tôt avec des orchidées brisées et des confessions partagées. Vous avez tout arrangé différemment, observa Amberlin en entrant, notant comment les plantes avaient été déplacées pour créer un chemin sinueux à travers le feuillage tropical. De minuscules lumières scintillaient parmi les feuilles comme des étoiles clouées au sol. J'ai eu de l'aide. Harrison émergea de derrière un massif de bambou, se déplaçant avec la grâce fluide qui les surprenait encore parfois tous les deux. James a un certain œil pour le design, apparemment. La mention de son fils amena un sourire chaleureux sur le visage d'Amberlin. Il s'épanouit ici, vous savez, comme ces orchidées. Tout ce dont elles avaient besoin, c'était du bon environnement pour prospérer. En parlant d'orchidées, Harrison la guida au coin d'une allée où une fleur blanche tenait court parmi ses cousines plus exotiques. Vous souvenez-vous de celle-ci? La survivante. Les doigts d'Amberlin effleurèrent les pétales délicats. Du pot cassé ce jour-là. Quand vous avez bougé vos doigts intentionnellement pour la première fois. Vous l'avez sauvée. Sa voix portait un sens au-delà de la fleur. Vous avez vu la beauté et la possibilité là où d'autres n'auraient vu que des décombres. Harrison, laissez-moi finir. Il prit ses mains dans les siennes, son toucher sûr et stable, un miracle dont ils s'émerveillaient encore tous les deux quotidiennement. Quand vous êtes arrivés ici, j'étais comme ce pot cassé. Brisé. Pas seulement physiquement, mais en esprit. J'avais perdu foi en tout, la capacité de mon corps à guérir, la capacité des gens à se soucier sincèrement, le pouvoir de l'amour à endurer la difficulté. Le cœur d'Amberlin martelait contre ses côtes alors qu'Harrison continuait, ses yeux gris tenant les siens avec une intensité inébranlable. Vous ne m'avez pas seulement aidé à reconstruire ma force. Vous m'avez montré que la vraie guérison va plus loin que le muscle et le nerf. Vous m'avez appris que le véritable amour n'est pas une question de perfection. C'est voir la beauté dans les choses brisées et croire en leur potentiel à redevenir entières. Avec un mouvement gracieux qui aurait été impossible des mois plus tôt, Harrison mit un genou à terre. Le mouvement était fluide, contrôlé, un testament d'innombrables heures de thérapie et de détermination. J'avais prévu 1000 mots parfaits pour ce moment, confessa-t-il, la voix rauque d'émotion mais en me tenant ici, à te regarder à l'endroit même où tu m'as montré pour la première fois que les miracles sont possibles, je me surprends à penser à des vérités plus simples. Il sortit de sa poche un petit écrin de velours. À l'intérieur nichait une bague telle qu'Amberlin n'en avait jamais vue. Ce n'était pas un solitaire traditionnel en diamant, mais un anneau délicat en or rose enlaçant une perle, autour de laquelle de minuscules diamants étaient dispersés comme des étoiles. Cette perle a une histoire, expliqua doucement Harrison. Elle a commencé par une irritation, un grain de sable qui aurait dû être un défaut, mais avec le temps et la pression, elle s'est transformée en quelque chose de précieux. Comme nous. Comme l'amour lui-même. La beauté peut naître de l'adversité si nous sommes assez patients, assez courageux pour la laisser se former. Des larmes roulèrent sur les joues d'Amberlin alors qu'Harrison poursuivait, ses propres yeux brillants d'émotion. Je t'aime, Amberlin Thorne. Pas parce que tu m'as aidé à guérir, bien que tu l'aies fait. Pas parce que tu es resté quand les autres sont partis, bien que cela ait prouvé ta force de caractère. Je t'aime parce que tu m'as appris que la force ne consiste pas à ne jamais avoir besoin d'aide, mais à être assez courageux pour l'accepter. Parce que tu m'as montré que l'amour ne consiste pas à éviter les épreuves de la vie, mais à les affronter ensemble. Ses doigts, autrefois paralysés mais désormais forts et sûrs, ouvrirent complètement l'écrin. Tu es entrée dans ma vie en tant que soignante, tu es devenue ma faiseuse de miracles, et tu as évolué pour devenir la boussole de mon cœur. Aujourd'hui, je te demande d'assumer un nouveau rôle, non pas celui de quelqu'un qui doit réparer, guérir ou se sacrifier, mais celui de ma partenaire, mon égale, mon amour. La serre sembla retenir son souffle alors qu'Harrison demandait « Veux-tu m'épouser, Amberlin ? Veux-tu m'aider à écrire les prochains chapitres de notre histoire, quoi qu'ils puissent contenir ?» Le temps sembla se suspendre, l'instant se cristallisant comme de l'ambre préservant une chose précieuse. Dans cette pause, Amberlin vit défiler tout leur voyage. Le premier matin où elle était entrée dans cette serre, tous deux brisés de manière différente. Les innombrables séances de thérapie où la détermination avait vaincu le désespoir.
Mozart jouant tandis que les étoiles d'hiver observaient à travers les parois de verre. Le moment où elle était partie, pensant que la distance professionnelle protégerait son cœur, et la joie des retrouvailles et de la révélation. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui, 1000 fois oui. Les mains d'Harrison tremblèrent légèrement lorsqu'il glissa la bague à son doigt, non plus de faiblesse, mais de joie. Alors qu'il se levait pour la tirer dans une étreinte qui parlait de force restaurée et d'amour triomphant, la serre éclata en applaudissements discrets. James surgit de derrière un écran de fougère, un large sourire aux lèvres. Madame Henderson apparut de l'ombre, tamponnant ses yeux avec son éternel mouchoir. Même le cuisinier et le jardinier s'avancèrent, leur présence révélant que ce moment avait été orchestré avec l'aide de toute la maisonnée. « Bienvenue officiellement dans la famille », dit James en s'avançant pour étreindre Amberlin, même si tu en fais partie depuis le jour où tu as fait sourire père à nouveau. Alors que les félicitations affluaient autour d'eux, Harrison garda son bras autour de la taille d'Amberlin, comme incapable de la lâcher maintenant qu'elle avait accepté de rester pour toujours. Au-dessus d'eux, le vert de la serre reflétait les derniers rayons du couchant, transformant leur jungle privée en une cathédrale d'ombre et de lumière. « J'ai quelque chose pour toi aussi », dit doucement Amberlin quand l'excitation fut un peu retombée. Elle sortit de sa poche une enveloppe, usée pour avoir été portée près de son cœur. Harrison reconnut sa propre écriture sur le devant, c'était la lettre qu'il lui avait demandé de lire uniquement si l'opération tournait mal. « Tu ne l'as jamais ouverte. »« Je n'en ai jamais eu besoin. » Elle la pressa dans ses mains. Certaines choses n'ont pas besoin de mots couchés sur le papier, elles ont juste besoin de foi, de temps, et d'un amour assez fort pour durer. Alors que le crépuscule s'installait sur le manoir Blackwood, la musique commença à jouer. L'andante de Mozart, leurs chansons, dérivant à travers des haut-parleurs dissimulés que James avait aidé à installer. Harrison entraîna Amberlin dans une danse, ses mouvements suraient forts, tandis que leur famille regardait avec joie. L'orchidée blanche se dressait en témoin de leur bonheur, sa survie étant le testament de la vérité qu'ils avaient tous deux apprise. Parfois, les plus belles choses poussent sur des lieux autrefois brisés, et les plus grands miracles de l'amour arrivent souvent déguisés en les plus grands défis de la vie. Chapitre 12, la symphonie de l'amour. Juin apporta un ciel d'un bleu parfait au manoir Blackwood, comme si le paradis lui-même s'était mis sur son 31 pour l'occasion. Le jardin, où des mois plus tôt Harrison avait fait ses premiers pas sans assistance, avait été transformé en un royaume enchanté. Des milliers d'orchidées blanches, propagées à partir de leurs fleurs survivantes, tombaient en cascade des tonnelles et s'enroulaient autour des colonnes, des lustres de cristal pendaient des érables centenaires, attendant le crépuscule pour s'embraser. Dans ce qui avait été autrefois sa suite de soignantes, Amberlin se tenait devant un miroir en pied, reconnaissant à peine son reflet. La robe de mariée était un chef-d'œuvre de simplicité, une soie ivoire qui coulait comme de l'eau, ornée de délicates perles qui faisaient écho à sa bague de fiançailles. Mais c'étaient ses yeux qui captaient l'attention. Ils brillaient d'une lumière qui parlait de rêves non seulement exaucés, mais dépassés. « Vous ressemblez à un conte de fées », dit doucement Madame Henderson, ajustant le voile cathédral de ses mains légèrement tremblantes. « Bien que je soupçonne que Monsieur Blackwood vous épouserait même dans un sac à patates. Il a proposé de s'enfuir en secret, admit Amberlin en lissant des plis invisibles sur la soie. Mais certains moments méritent d'être célébrés. Certains miracles méritent des témoins, corrigea gentiment la gouvernante. Elle prit une petite boîte sur la commode. En parlant de cela, ceci est arrivé de la part d'Harrison. Il a dit que ce n'était pas un cadeau de mariage. Celui-là viendra plus tard. Ceci est autre chose. À l'intérieur de la boîte reposait un délicat bracelet à breloques en argent. Chaque breloque racontait un fragment de leur histoire. Un minuscule piano pour leur séance de Mozart, une orchidée pour la révélation dans la serre, un caducée médical pour son rêve d'aider les autres à guérir, un flocon de neige pour l'hiver qui avait tout changé. Mais ce fut le mot qui l'accompagnait qui fit monter les larmes aux yeux d'Amberlin. Mon amour, chaque breloque représente un moment où tu as aidé à me reconstruire, non seulement physiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Aujourd'hui, alors que nous unissons nos vies officiellement, je veux que tu portes ces rappels de la façon dont tu as déjà restauré ma foi en les miracles. Aujourd'hui et pour toujours, Harrison. On frappa à la porte, interrompant son moment d'émotion. James entra, élégant et adulte dans son smoking de témoin. Père m'envoie vérifier si tu n'as pas changé d'avis à l'idée de rejoindre notre famille de fous, dit-il avec un sourire qui reflétait celui d'Harrison. Bien que je sois censé te convaincre de rester si c'est le cas. Amberlin rit, tamponnant délicatement ses yeux. Aucun plan d'évasion.
Je suis exactement là où je veux être. Bien. L'expression de James s'adoucit. Tu sais, j'étais en colère que tu l'aides alors que nous ne le faisions pas, mais j'ai réalisé quelque chose. Parfois, il faut un étranger pour nous montrer à quoi ressemble le véritable amour. Tu as appris cela à toute notre famille. Avant qu'Amberlin ne pût répondre, de la musique commença à flotter par les fenêtres ouvertes. Pas du Mozart cette fois, mais un quatuor à cordes jouant une composition originale. Harrison l'avait commandé spécialement, tissant des thèmes de leur andante bien-aimée dans une nouvelle composition qui parlait de transformation et de joie. C'est notre signal, dit Madame Henderson, vérifiant une dernière fois l'apparence d'Amberlin. Prête à devenir Madame Blackwood? Je suis prête depuis la première fois où je l'ai entendu jouer Mozart à nouveau, admit doucement Amberlin. Le chemin du jardin menant au lieu de la cérémonie avait été jonché de pétales de roses blanches, leur parfum s'élevant comme de l'encens dans l'air chaud de juin. Alors qu'Amberlin commençait sa marche, les invités se levèrent en signe d'appréciation, mais elle les remarqua à peine. Son monde entier s'était rétréci à l'homme qui l'attendait sous une arche d'orchidées et de roses. Harrison se tenait grand et droit, son rétablissement désormais si complet que les nouveaux venus n'auraient jamais deviné le voyage qu'il avait mené ici. Mais Amberlin voyait au-delà de la posture parfaite et de l'assurance. Elle voyait le guerrier qui s'était battu pour revenir de la paralysie, l'homme qui avait appris que la vulnérabilité pouvait être une force, l'âme qui lui avait enseigné que certaines guérisons allaient plus profond que ce que la médecine pouvait atteindre. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance qui s'amenuisait, et à cet instant, tous les rôles qu'ils avaient joués l'un pour l'autre soignant et patient, guérisseur et guéri, professeur et élève se dissolurent en quelque chose de plus simple et de plus profond, deux cœurs reconnaissant leur moitié. Les mains d'Harrison étaient d'une stabilité de roc lorsqu'il prit les siennes, bien que ses yeux brillassent de larmes retenues. Le pasteur commença la cérémonie, mais les mots semblaient flotter autour d'eux comme les pétales de fleurs dans la brise, secondaires face à la symphonie de communication silencieuse qui passait entre leurs mains jointes. Vint le moment des vœux. Harrison parla le premier, sa voix portant clairement à travers le jardin silencieux. Amberlin, tu es entré dans ma vie quand je croyais que toute ma musique avait pris fin. Tu m'as montré que même dans les mouvements les plus sombres de la vie, de nouvelles mélodies peuvent commencer. Tu m'as appris que la vraie force ne consiste pas à rester debout seul, mais à être assez courageux pour s'appuyer sur quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on se souvienne comment danser. Son pouce effleura ses jointures tandis qu'il continuait. Je fais le vœu d'être ton partenaire dans toutes les symphonies de la vie, aussi bien les passages harmonieux que les plus difficiles. Je promets de chérir non seulement ta capacité à guérir les autres, mais aussi ton propre besoin d'être parfois tenu et guéri. Je fais le vœu de me souvenir que l'amour, comme la guérison, est un choix quotidien, et je te choisis, aujourd'hui et pour toujours. Des larmes coulèrent librement sur les joues d'Amberlin alors qu'elle répondait. Harrison, tu penses que je t'ai appris la guérison, mais tu m'as appris à vivre. Tu m'as montré que parfois, les cœurs les plus forts sont ceux qui ont été brisés et reconstruits. Tu m'as aidé à comprendre que prendre soin des autres ne signifie pas se sacrifier soi-même. Cela signifie trouver quelqu'un qui vous rend plus fort grâce au partenariat. Sa voix s'affermit alors qu'elle poursuivait. Je fais le vœu d'être ton égal en toutes choses, de célébrer tes triomphes et de te soutenir à travers les épreuves. Je promets de me souvenir que les miracles n'arrivent pas par hasard. Ils se construisent jour après jour par l'amour, la foi et la détermination. Je fais le vœu de danser avec toi sur toutes les musiques que la vie jouera, et d'aider à créer de nouvelles chansons quand les anciennes s'achèveront. L'échange des alliances sembla une formalité. Leurs liens les plus vrais avaient été forgés des mois plus tôt à travers les luttes et les victoires partagées. Mais quand les mains d'Harrison, jadis paralysées mais désormais sûres et fortes, glissèrent l'alliance à son doigt pour rejoindre sa bague de fiançailles ornée de la perle, le symbolisme tira de nouvelles larmes à leurs yeux. « Je vous déclare maintenant mari et femme », déclara le pasteur. Ils avaient à peine attendu son « vous pouvez embrasser la mariée » avant de s'unir dans un baiser qui parlait de fin et de commencement, de batailles gagnées et d'horizons restants à explorer. Alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs invités en liesse, le quatuor à cordes reprit son morceau commandé. Mais cette fois, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes aquarelles et que les cristaux commençaient à capter la première lumière des étoiles, Harrison surprit tout le monde en guidant Amberlin non pas vers la tente de réception, mais vers le piano à queue qui avait été installé dans le jardin. Ses doigts, forts et sûrs désormais, commencèrent à jouer. Pas leur Mozart habituel, mais quelque chose de nouveau. Les notes s'élevèrent dans l'air du soir comme des prières de gratitude, et alors qu'Amberlin reconnaissait la mélodie qu'il avait aidé à composer pour leur mariage,
elle réalisa que c'était à la fois une célébration de leur voyage et une promesse d'aventure à venir. Ils avaient commencé comme soignantes et patients, étaient devenus partenaires de guérison, et émergeaient comme égaux en amour. Et tandis qu'Harrison jouait leurs chansons sous une voûte d'étoiles et d'orchidées, entouré de la famille et des amis qui avaient été témoins de leur miracle, Amberlin sut que certaines symphonies ne finissent jamais vraiment, elles se transforment simplement en mouvements encore plus beaux. Chapitre 13, la boucle est bouclée. 5 années avaient transformé le manoir Blackwood d'un lieu de guérison en un sanctuaire de joie. Le domaine, autrefois formel et austère, résonnait maintenant des rires d'enfants alors que Charlotte Grace Blackwood, 4 ans, chassait les papillons à travers le jardin soigneusement entretenu par sa mère. Son jeune frère, Thomas Harrison Blackwood, trottinait derrière elle sur ses jambes potelées de 2 ans, déterminé à suivre sa sœur. Amberlin observait depuis l'embrasure de la serre tandis qu'Harrison soulevait leur fille dans ses bras, ses mouvements fluides et forts, aucune trace ne subsistant de la paralysie qui avait jadis menacé de définir sa vie. Les gloussements de Charlotte se mêlaient au son des carillons éoliens que Madame Henderson avait suspendus dans tout le jardin, créant une symphonie de bonheur domestique qui prenait encore parfois Amberlin au dépourvu par sa perfection. « Maman !» appela Charlotte en agitant frénétiquement la main. « Papa me montre les orchidées que tu as sauvées. On peut en faire pousser d'autres ?» Ta mère, dit Harrison en portant leur fille vers la serre, est la meilleure charmeuse d'orchidées de toute la Nouvelle-Angleterre. Savais-tu qu'elle a un jour sauvé une fleur très spéciale que tout le monde croyait brisée au-delà de toute réparation? Comme toi, papa, demanda Charlotte avec la sagesse innocente de l'enfance. Maman a dit qu'elle t'avait aidé à aller mieux quand tu étais malade. Les yeux d'Harrison rencontrèrent ceux d'Amberlin au-dessus des boucles brunes de leur fille, l'amour et la gratitude toujours évidents après toutes ces années. Oui, ma chérie, exactement comme ça. Le moment fut interrompu par l'apparition de Madame Henderson sur la terrasse. Monsieur Blackwood, Madame Blackwood, il y a quelqu'un à la porte qui demande Amberlin. Un jeune homme. Le cœur d'Amberlin rata un battement lorsqu'elle reconnut la silhouette se tenant avec incertitude dans le hall d'entrée du manoir. Asher avait vieilli depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, des rides autour des yeux parlant d'épreuve, ses vêtements jadis immaculés montrant des signes d'usure. Lynn, dit-il doucement, utilisant le surnom d'enfance qui, soudain, fut comme une pierre dans sa gorge. Je ne savais pas où aller ailleurs. Harrison apparut silencieusement à ses côtés, Thomas somnolent contre son épaule, sa présence offrait de la force sans pression, du soutien sans exigence. Il avait appris l'existence d'Asher au fil de leurs années ensemble, compris le réseau complexe d'amour et de douleur qui liait Amberlin à son frère. Ruby est partie, continua Asher dans le silence. Elle a tout pris. J'ai essayé de m'en sortir seul, mais... Il déglutit difficilement. Je me souviens de ce que tu as dit, sur le fait d'aider ceux qui n'ont aucun droit sur toi. J'ai pensé que peut-être. Maman? Charlotte tira sur la jupe d'Amberlin, regardant curieusement l'étranger. C'est qui ce monsieur? La question cristallisa quelque chose dans le cœur d'Amberlin. En regardant sa fille, qui avait ses yeux et le sourire d'Harrison, elle vit tout le chemin parcouru depuis la jeune femme qui se définissait uniquement par le sacrifice pour les autres. C'est ton oncle Asher, dit-elle calmement. Quelqu'un qui a besoin d'aide pour se souvenir comment tenir debout tout seul. La main libre d'Harrison trouva la sienne, la pressant doucement en soutien à toute décision qu'elle prendrait. C'était cela, le vrai partenariat, non pas résoudre les problèmes de l'autre, mais se tenir ensemble au moment des décisions. Il y a un poste vacant au centre de rééducation, dit Amberlin avec précaution. Le centre était sa fierté et sa joie, un établissement de pointe qu'elle et Harrison avaient ouvert 2 ans auparavant, combinant ses innovations technologiques médicales à elle avec son expérience pratique des soins aux patients. C'est un poste de débutant, mais c'est un travail honnête, et... Elle jeta un coup d'œil à Harrison, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Nous avons une maison d'amis sur le domaine. Les yeux d'Asher s'emplirent de larmes. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. J'ai appris quelque chose d'important d'un patient très sage, dit Amberlin, sentant le sourire d'Harrison sans avoir à le regarder. Parfois, les cœurs les plus forts sont ceux qui ont été brisés et reconstruits. Parfois, la guérison passe par le fait d'aider les autres à retrouver leur chemin vers eux-mêmes. Je ne mérite pas de seconde chance, chuchota Asher. Personne ne mérite une chance, intervint Harrison, sa voix douce mais ferme. On les gagne par des choix et des actions. La question est, que choisirez-vous de faire de celle-ci? Charlotte, toujours la fille de son père en matière d'intuition,
s'approcha d'Asher et lui prit la main avec la confiance simple de l'enfance. « Tu veux voir les orchidées spéciales de maman? Elles étaient cassées, mais maintenant elles sont jolies à nouveau. » Un rire qui était à moitié un sanglot échappa à Asher alors qu'il laissait sa nièce l'entraîner vers la serre. Amberlin les regarda partir, sentant la justesse parfaite de ce moment, non pas parce que tout était réparé, mais parce qu'elle était enfin assez forte pour offrir de l'aide sans se perdre dans le don de soi. Ce soir-là, après que les enfants furent endormis et qu'Asher se fut installé dans la maison d'amis avec la promesse de se présenter pour sa formation le lendemain, Amberlin et Harrison s'assirent à leur endroit préféré dans le jardin. Le même banc où il avait jadis lutté à travers sa thérapie physique les accueillait maintenant confortablement alors qu'ils regardaient les étoiles émerger au-dessus des érables. « Merci, dit-elle doucement, se penchant dans son étreinte, d'avoir compris pourquoi j'avais besoin de l'aider. Tu m'as appris les secondes chances, lui rappela Harrison en déposant un baiser sur sa tempe. Tu m'as appris à voir le potentiel dans les choses brisées. Comment pourrais-je faire moins? De la maison parvenaient les faibles sons de Mozart, James s'exerçant pour sa prochaine audition au conservatoire. Il passait toutes ses vacances et congés scolaires au manoir désormais, sa relation avec son père pleinement guérie. Même Vanessa s'était quelque peu adoucie, bien que ses visites fussent encore principalement confinées aux grandes fêtes et aux anniversaires des petits-enfants. « Regrettes-tu parfois, demanda soudain Harrison, d'avoir pris en charge un homme brisé comme patient, il y a toutes ces années? » Amberlin se tourna dans ses bras pour lui faire face, voyant dans ses yeux non pas le puissant innovateur médical que le monde connaissait, mais l'âme vulnérable qui lui avait appris que l'amour valait tous les risques. « La seule chose que je regrette, c'est d'avoir failli partir quand je suis tombée amoureuse de toi. » Il l'embrassa alors, 5 années de mariage n'ayant rien fait pour diminuer l'étincelle entre eux. Au-dessus d'eux, les carillons éoliens jouaient leur douce symphonie, se mêlant au Mozart lointain et au bruissement des feuilles d'érable dans la brise d'été. La vie leur avait appris à tous deux que la guérison suivait rarement un chemin rectiligne. Parfois, elle faisait des détours par le chagrin, le lâcher-prise, l'apprentissage de la confiance non seulement envers les autres, mais envers soi-même. Mais alors qu'ils étaient assis ensemble dans ce jardin qui avait été témoin de leur voyage de soignante et patient à égaux en amour, ils savaient que les plus belles symphonies étaient souvent celles composées à la fois d'harmonie et de dissonance, de fins qui devenaient des débuts, et de choses brisées rendues entières à nouveau par la grâce patiente de l'amour. La collection d'orchidées de Charlotte remplirait bientôt une serre entière. Asher regagnerait lentement sa place dans leur famille par de petits choix et un effort constant. Thomas grandirait pour combiner l'esprit brillant de son père avec le cœur compatissant de sa mère. Et Harrison et Amberlin continueraient à bâtir leur vie ensemble, sachant que chaque jour était un choix de guérir, de grandir et d'aimer. Non pas malgré leurs fêlures, mais grâce à la beauté avec laquelle ils avaient appris à les réparer ensemble. Dernier chapitre, les leçons éternelles de l'amour. 10 ans après qu'Amberlin eut franchi pour la première fois les grilles du manoir Blackwood, elle se tenait dans l'auditorium de l'hôpital, s'adressant à une promotion d'étudiants infirmiers. L'amphithéâtre était bondé de jeunes visages impatients de commencer leur voyage de soignants, mais son message allait au-delà de la formation médicale. Quand je suis devenue soignante, commença-t-elle, sa voix portant clairement à travers la salle, je pensais que guérir consistait à réparer ce qui était brisé. J'avais passé toute ma vie à essayer de réparer les choses, ma famille brisée, mon frère perdu, la douleur des autres. Il a fallu un patient qui est devenu mon plus grand professeur pour me montrer que la véritable guérison ne consiste pas à réparer les gens. Elle consiste à se tenir à leur côté pendant qu'ils trouvent la force de se reconstruire eux-mêmes. Au premier rang, Harrison était assis avec leurs enfants. Charlotte, maintenant âgée de 9 ans, montrait déjà des signes du cœur compatissant de sa mère. Thomas, 7 ans, possédait l'esprit analytique de son père. Et leur plus jeune, Hope, 5 ans, combinait les traits les plus forts de ses deux parents. À côté d'eux était assis James, désormais pianiste de concert à succès, qui donnait des concerts de bienfaisance pour leur centre de rééducation. Aux femmes qui luttent, poursuivit Amberlin, sa voix s'adoucissant sous l'émotion, je veux partager ce que ce voyage m'a appris. Votre valeur ne se mesure pas à combien vous sacrifiez pour les autres. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous permettre d'être aimé. Parfois, le choix le plus fort est d'accepter de l'aide au lieu d'être toujours celle qui aide. Elle toucha le bracelet à breloques qu'elle portait toujours, désormais lourd d'une décennie de moments significatifs. À ceux qui pensent que l'amour n'est pas possible parce que la vie vous a laissé briser, vos cicatrices ne sont pas des défauts à cacher, mais la preuve de votre résilience. La bonne personne ne vous demandera pas d'être parfait. Elle vous aidera à découvrir que vos fêlures peuvent devenir la source de votre plus grande force.
Les yeux d'Harrison rencontrèrent les siens à travers la salle, portant toujours ce même amour qui avait transformé leur deux vies. Leur histoire était devenue une sorte de légende dans les cercles médicaux, l'innovateur technologique paralysé et la soignante qui l'avait aidé à remarcher. Mais le véritable miracle, ils le savaient tous deux, n'était pas dans la récupération physique. Il était dans l'apprentissage que l'amour ne se divise pas quand on le partage. Il se multiplie. Et aux hommes qui croient que la loyauté et l'engagement sont des concepts dépassés, ajouta-t-elle, sa voix portant un doux défi, regardez autour de vous. La vraie force ne consiste pas à ne jamais avoir besoin d'aide. Elle consiste à être assez courageux pour l'accepter. La vraie masculinité ne consiste pas à ne jamais montrer de faiblesse. Elle consiste à avoir le courage d'être vulnérable, de rester aux côtés de quelqu'un à travers ses moments les plus sombres, d'aimer non pas en dépit des imperfections, mais à cause de la beauté avec laquelle elles peuvent être surmontées ensemble. Dans le public, Asher était assis avec sa nouvelle épouse, une physiothérapeute au grand cœur qui l'avait aidé à apprendre que l'amour concernait la croissance, et non la possession. Leur fille de 2 ans dormait paisiblement dans ses bras, symbole du chemin qu'il avait parcouru dans son propre voyage de guérison. Notre histoire n'est pas seulement une romance, continua Amberlin. C'est le choix que nous faisons chaque jour de voir le meilleur en l'autre, de croire en la possibilité même quand les preuves suggèrent le contraire. C'est comprendre que parfois, nos plus grandes luttes deviennent nos plus grands dons si nous sommes assez courageux pour apprendre d'elles et assez chanceux pour trouver des gens qui nous aident à les porter. Elle fit un geste vers le centre de rééducation visible par les fenêtres de l'auditorium, un établissement moderne qui combinait les innovations technologiques d'Harrison avec son expérience pratique des soins. Ce centre témoigne de ce qui peut être construit lorsque nous combinons innovation et compassion, lorsque nous comprenons que la guérison se produit non seulement par la médecine, mais par l'amour, la patience et une foi inébranlable en le potentiel humain. Les étudiants écoutaient attentivement alors qu'elle concluait. Alors, si cette histoire touche votre cœur, partagez-la. Pas parce que c'est un conte de fées. Nous avons eu nos luttes, nos doutes, nos moments de peur. Partagez-la parce qu'elle est réelle. Parce qu'elle montre que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il consiste à trouver quelqu'un qui vous apprend que la perfection n'est pas le but, la croissance l'est. Alors qu'elle descendait de l'estrade, Harrison la rejoignit à mi-chemin, prenant sa main dans sa poigne toujours forte. Au cours de la décennie écoulée depuis son rétablissement, ils n'avaient jamais pris leur capacité à se toucher pour acquise. Chaque caresse, chaque étreinte restait une célébration du possible. Leurs enfants les entourèrent, suivis de James et sa femme, d'Asher et sa famille, et même de Vanessa, qui avait finalement trouvé la paix avec leur bonheur. Madame Henderson, désormais retraitée mais toujours une part aimée de leur famille élargie, tamponnait ses yeux avec son éternel mouchoir. Ce soir-là, alors que le coucher du soleil peignait le manoir de nuances prometteuses, la famille se réunit dans le jardin qui avait été témoin de tant d'étapes de leur voyage. L'orchidée originale, la survivante qui avait tout déclenché, s'était propagée par centaines, créant un testament vivant de la façon dont la beauté se multiplie lorsqu'elle est nourrie avec amour. Mozart jouait doucement depuis la véranda, où Charlotte pratiquait le piano sous la tutelle de James. Thomas expliquait son dernier projet scientifique à Harrison, tandis que OPD Amberlin à s'occuper des nouvelles pousses d'orchidées. La scène était magnifiquement ordinaire, et d'autant plus précieuse qu'elle avait été jadis jugée impossible. À quiconque lit cette histoire, chuchota Amberlin à l'air du soir, sachez que vos brisures ne vous définissent pas. Elles vous préparent à un amour assez fort pour gérer à la fois vos cicatrices et votre lumière. Partagez ce message, non pas parce que c'est le nôtre, mais parce qu'il pourrait être l'espoir de quelqu'un au moment où il en a le plus besoin. Harrison serra sa main, toujours capable de lire ses pensées après toutes ces années. Au-dessus d'eux, les premières étoiles apparurent tandis que les carillons éoliens jouaient leur douce symphonie. La musique de leur vie ensemble avait évolué de l'andante de Mozart vers quelque chose de plus riche, une composition de liens familiaux, de blessures guéries et d'un amour qui devenait plus fort à chaque saison passée. Et quelque part, peut-être, un autre cœur apprenait que les choses brisées pouvaient redevenir belles, que la guérison prenait de nombreuses formes, et que les plus grands miracles de l'amour arrivaient souvent déguisés en les plus grands défis de la vie.